Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue ce soir à cette conférence du Shift Project où nous allons présenter l'édition 2023 de nos travaux sur la santé. Et donc je suis Jean-Noël, coordinateur du programme de recherche sur la santé au Shift Project. Et mon rôle ce soir s'arrête dans à peu près 5 secondes puisqu'il va s'agir de passer la parole à Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project, et très vite à Laurie Marot, chef de projet santé au Shift. Très belle soirée à tous. Alors, bonsoir à tout le monde, puisque je suis le successeur dans l'ordre de parole. Quelques très brefs rappels, très brefs éléments de cadrage sur ce qui va suivre, parce que moi, comme tout président qui se respecte, je n'ai absolument rien fait. D'abord, je rappelle aux personnes qui ne connaissent pas le Shift Project que nous sommes une association d'intérêt général financée par des entreprises, des projets spécifiques, un peu de public maintenant, et que nous avons pour vocation à utiliser l'argent qui nous est donné pour financer des travaux et recherches afin de soit éclairer le débat avec des connaissances nouvelles pour essayer de prendre le problème de la décarbonation avec des informations qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et en fait, la santé rentre notamment dans ce cadre. J'expliquerai rapidement derrière pourquoi. Et également vocation à faire des propositions, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un constat, notre vocation étant quand même de militer et d'agir pour la décarbonation de l'économie, on essaye de faire des propositions qui vont dans ce sens-là. On a l'habitude de travailler avec des gens des secteurs concernés, donc ce qui va suivre dans pas longtemps sur la santé a été élaboré essentiellement par des gens qui travaillent dans le secteur de la santé et dont nous espérons qu'ils sont à peu près raccords avec notre ambition qui est de contribuer à la décarbonation. En ce qui concerne la santé, alors pourquoi la santé au Shift Project? On pourrait se dire que quand même s'occuper de décarbonation, c'est s'occuper des transports, de la fabrication de l'acier et des bâtiments. Alors il se trouve que dans la santé, il y a des transports, il y a des bâtiments et il y a de l'acier. Il y a aussi du plastique, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du charbon, il y a toutes ces choses-là. Il y a toutes ces choses-là parce que l'hôpital, parce que le cabinet médical, parce que le cabinet du kiné, alors mais surtout l'hôpital, dépend d'un certain nombre de flux physiques qui prennent place soit au sein de l'hôpital, soit à l'extérieur de l'hôpital, par exemple toutes les industries de fabrication des dispositifs médicaux ou les industries de fabrication des médicaments, avec des chaînes d'approvisionnement parfois très longues, on s'en est rendu compte au moment du Covid, et donc tout ça possède une empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans le fonctionnement du système de soins français un petit peu de porte-conteneurs, un petit peu de camions, un petit peu de centrales à charbon chinoises, un petit peu de centrales à gaz américaines, un petit peu de voitures à pétrole d'infirmières, etc. Donc, ou de médecins. Médecins, il y a une plus grosse voiture du reste. Donc, on va s'intéresser enfin, on va voir plus exactement dans l'empreinte carbone du système de soins un certain nombre d'éléments qui contribuent tout à fait aux émissions planétaires de gaz à effet de serre. Et donc, si on se place dans la logique d'une baisse de ces émissions globales, eh bien, la bonne question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il advient du système de soins? Est-ce que, en gros, on le sanctuarise, c'est-à-dire qu'il est tellement indispensable qu'on ne lui demande strictement aucun effort? Ou bien il n'est absolument pas sanctuarisé, il doit faire sa part parce qu'il y a des marges de manœuvre, il y a des moyens d'action. Et ce qui va vous être présenté maintenant s'inscrit résolument dans ce deuxième cadre, a été fait avec cette deuxième philosophie. Voilà, on a déjà présenté un premier dossier ou un premier rapport, un premier ensemble de propositions dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, mais c'était la première fois qu'on mettait le pied dans la piscine, donc il faut y retourner parce que bien évidemment, il y a des progrès à faire, à la fois sur la compréhension de ce qui se passe dans le secteur et sur les actions qu'il y a à entreprendre derrière. Et donc, exactement comme pour Windows, qui a connu 25 versions, là, vous allez avoir la version 2 des travaux que, j'allais dire nous, en fait, pas moi, parce que moi, j'ai rien fait, que le groupe santé a effectué dans ce domaine-là. Voilà, donc je passe la parole à Laurie. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que ça vous intéressera. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je vais d'ailleurs commencer moi cette petite introduction, enfin très rapidement, parce que je vais juste vous rappeler quelques éléments du programme et aussi pourquoi on est là, même si ça a été déjà très bien fait. Je vais commencer par un auteur que certains aiment bien ici, puisque c'est Alexis de Tocqueville, hein, qui disait « Plus je vis et plus je m'aperçois qu'après les véritables affections, le premier bien de ce monde est tout grossièrement la santé. » Et en effet, quand on s'intéresse un petit peu aux travaux de sciences humaines, on s'aperçoit que la santé et les systèmes de santé ont été fondateurs dans les civilisations et que ça fait vraiment partie de ce qui est constitutif de notre humanité.
Donc, au-delà d'expliquer pourquoi il est intéressant de s'attaquer au système de santé comme étant des postes de décarbonation possibles, on aimerait aussi vous faire la démonstration ce soir, de vous montrer pourquoi, au-delà d'une opportunité, c'est aussi un souhait ou quelque chose de souhaitable de pouvoir aller tous ensemble dans cette direction. Donc, ici, on a l'aboutissement de travaux qui ont démarré il y a à peu près 3 ans. On remercie très chaleureusement déjà les nombreux contributeurs, que ce soit les shifters bénévoles ou non bénévoles qui ont travaillé ardemment sur ce projet. Et vous allez en avoir quelques-uns qui vont discuter avec vous aujourd'hui. Le premier rapport a été publié fin 2021 pour rappel. Et donc, c'est au-delà d'une mise à jour ou même une nouvelle édition de ce rapport, puisqu'il y a des éléments supplémentaires qui vont vous être présentés ce soir, notamment un travail de fond sur les facteurs d'émission des médicaments. Également, on voulait vous dire qu'on a le plaisir de pouvoir commencer à travailler avec des institutionnels sur ces enjeux de décarbonation du système de santé. Avec la CNSA et avec le N3S, on amorce un travail de feuille de route de décarbonation, de diagnostic et de décarbonation. Et on vous présentera tout ça plutôt sur la fin de la session. Donc, restez bien avec nous jusqu'à ce moment-là. Je propose donc qu'on passe à la suite du programme. Donc, on va avoir en premier lieu un retour d'expérience qui sera rapide en raison du timing que nous avons aujourd'hui, de Marie Kernek, qui a de multiples casquettes, notamment shifteuse, mais elle pourra peut-être se présenter plus longuement, et d'Antoine Priou, qui a aussi de nombreuses casquettes, qui vont donc nous parler des retours terrain sur ces enjeux de transition écologique dans le secteur de la santé. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec eux pour une quinzaine de minutes, et ensuite on parlera plus précisément des publications donc, que nous réalisons ce jour. Marie ? Bon, j'ai un petit peu de mal à atteindre le haut. C'est pas très grave. Alors, je vais vous faire un petit tout en bas, Marie, tout en bas. Ouais, écoute, je vais vous faire un petit retour sur cette première année de terrain, de présentation du rapport sur le terrain. Et puis d'évolution aussi, parce que c'est un paysage qui a bougé extrêmement vite. On va dire, il y a 2 ans, ça n'était pas un vrai sujet. Aujourd'hui, ça l'est vraiment pour tout le monde. Donc, depuis la publication du rapport fin 2021, on a fait à peu près 160 actions de sensibilisation, de présentation du rapport, donc portées par l'équipe santé, composé essentiellement de bénévoles. C'est presque une présentation tous les 3 jours sur 16 mois. Alors, présentation auprès d'institutions françaises, auprès d'hôpitaux publics, privés, fédérations, auprès d'acteurs de soins de ville également, de sociétés savantes, instituts de formation, industriels, des produits de santé, autres organisations et forums et cabinets de conseil, et puis autres privés, institutions, organisations internationales également un petit peu. Donc, les learnings de ces présentations, ça a été beaucoup un partage de dynamique, une impulsion. Je cite l'exemple de l'APHM parce que c'était vraiment typique. Il y a eu une très belle soirée de présentation, et depuis, alors avec beaucoup de choses qui se faisaient sur le terrain, qui sont ressorties, et puis depuis, c'est devenu et de plus en plus un vrai projet stratégique d'établissement. Donc ça, c'est un grand plus de pouvoir faire partager le sens, la dynamique. Ensuite, ces présentations terrain sont l'occasion de partage de bonnes pratiques, de ressources, parce que de fait, quand on tourne, on voit passer plein de choses et on peut renvoyer les uns les autres vers d'autres bonnes pratiques. Je mets en avant, par exemple, le guide des unités durables de Bordeaux, qui est tout à fait remarquable, et on a pu le faire tourner comme ça en allant sur le terrain. Un autre exemple de partage de bonnes pratiques, certains travaux qu'ont fait les sociétés savantes, la société de Néphro, par exemple, sur la dialyse verte. Alors, ce sont des exemples que l'on cite souvent. Les cardiologues qui commencent à publier pas mal sur les
le reprocessing des cathéters, par exemple. Donc, tout ça, c'est pareil, on fait circuler, ça permet à d'autres de rebondir et d'être inspirés. Marie, excuse-moi de te couper. Je pense qu'il faut essayer de prendre 10 secondes pour mettre en plein écran parce qu'on a plusieurs demandes pour la mise en mode présentation. Si tu peux, en bas de ton écran, là, tu as un petit… Ouais, c'est ce que j'ai. Mon écran du haut est coincé, je suis désolée. On partagera les présentations. Donc, un autre exemple de société, la société d'immunologie, qui a fait un travail tout à fait remarquable sur l'ensemble du parcours d'immunologie. Donc, c'est pareil, à chaque fois, on voit des choses en présentant et on le fait tourner, on le fait savoir. Ce qui est ressorti du terrain, des présentations et des demandes terrain, ça a été beaucoup justement le partage de ces ressources. Beaucoup de choses se développent en ce moment, beaucoup de choses sont produites. Où peut-on les trouver facilement? Et là, il y a un vrai besoin de commun, facilement accessible. Marie, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Si tu peux faire Maj F5 sur ton clavier, normalement, ça va passer en plein écran. Maj F5. Je poursuis parce que mon écran est un petit peu coincé là. L'autre question qui ressort systématiquement, c'est le besoin d'avoir des outils d'évaluation des produits de santé. Donc, les deux retours que systématiquement on m'a fait, c'est à la fois partage des ressources et outils d'évaluation. Et on voit bien que à la fois les prescripteurs, à la fois les acheteurs, tout le monde demande que l'on avance sur une méthodologie commune pour pouvoir comparer les produits, que l'on se cale au niveau national et si possible au niveau européen pour pouvoir comparer au plus vite les produits comme le NHS a pu le fixer. Avec un calendrier, on dira, à 5 ans, c'est-à-dire partir sur des premiers critères, en tout cas carbone, puisque ça paraît raisonnable en termes de timing. Ce que l'on a vu, c'est une évolution de la formation des professionnels et je cite notamment Marine Sarfati et les collègues qui ont travaillé avec elle. Ça a permis de commencer à avoir ce socle de formation dans les facs de médecine et pas que, dans les IFSI, etc. Donc ça, c'est extrêmement positif. Donc on voit vraiment un paysage en pleine évolution. Des évolutions réglementaires qui ont été poursuivies aussi, le volet responsable du projet d'établissement, mais plus récemment, le décret relatif aux gaz à effet de serre. Il y a eu aussi l'instruction l'an dernier qui concernait justement le bilan carbone des processus de production au niveau produit, et ce, à prendre en compte à 10% dans les critères d'achat. Donc, une très belle évolution et je terminerai par ça. Ce qui ressort du terrain tout le temps aussi, c'est une demande de consolider notre stratégie nationale pour que l'on sache tous ensemble, à l'image des Anglais, pour que l'on sache tous ensemble où l'on va. Besoin d'encourager le financement de la recherche en transformation écologique, d'investir, c'est fondamental. Il y a beaucoup de décisions évidentes et d'autres qui le sont beaucoup moins et donc besoin de recherche. Et puis, cette stratégie, cette feuille de route avec l'industrie, évidemment, poursuivre l'investissement dans la prévention. Merci de votre écoute et je m'excuse pour cet écran. Merci beaucoup, Marie. Donc, effectivement, pour ceux qui ont eu des difficultés de lecture des slides, on vous transmettra de toute façon les supports. Ça devrait aller mieux pour la suite, ne vous inquiétez pas. Donc, je laisse la parole à Antoine Priou, que je vais laisser se présenter pour nous faire une étude, enfin un retour terrain qui cette fois-ci ne concernera pas que les établissements. Oui, merci Laurie. Si c'est possible que je puisse partager mon écran en plein écran pour passer mes slides aussi, ça m'irait bien parce que j'ai pas mal d'animations. Alors Normalement, voilà. c'est bon, Antoine. Tac, super, c'est parti. Hop là, je suis ici et je lance mon diaporama. Donc, Antoine Priou, alors je suis pharmacien d'officine sur le parc naturel régional du Plateau de Millevaches et je suis co-gérant de ce qu'on appelle une maison de santé universitaire où, grosso modo, on essaye d'innover pour résister à la transformation inéluctable de notre monde vers une contraction de ressources, notamment énergétiques.
Alors, dit comme ça m'a amené à rejoindre l'équipe du Shift au sein du GT PTEF et d'être porteur du premier rapport. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager 2 expériences qui, pour moi, sont vraiment porteuses d'un gros potentiel, parce qu'on a eu d'excellents retours. Déjà, on a présenté le rapport aux rencontres débats de la revue Prescrire avec une autre association amie qui est l'Alliance Santé Planétaire. Et c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas Prescrire, c'est une revue médicale qui est indépendante de l'industrie pharmaceutique et qui est aujourd'hui en France l'une des références sur tout ce qui est bon usage du médicament, évaluation des balances bénéfices-risques, etc., etc. Et comme on le sait, un médicament mal utilisé provoque des effets iatrogènes, envoyer des gens à l'hôpital et créer tout un tas de consommation de soins dont on aimerait bien se passer pour décarboner le système. Alors, je vous ai mis ici le QR code pour ceux qui veulent visionner cette conférence, mais c'est absolument fondamental de voir ce qui s'y est dit parce que la réponse, on va dire l'intérêt des personnes présentes était vraiment extrêmement fort. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est qu'on a présenté le rapport à une association qui s'appelle Avec Santé, qui représente les maisons de santé, les équipes coordonnées en santé. Et honnêtement, cette association est à la transformation du système de santé français, ce que le Shift est à la décarbonation. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui sont incontournables et qui sont des avant-gardes agissantes, c'est-à-dire des gens capables d'agir en communauté de pensée et de penser en communauté d'action pour s'approprier des enjeux de terrain sur des prospectives de long terme. Alors, je vais revenir un peu sur cette définition pour la suite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces équipes composent différents communs. Petit clin d'œil à notre ami Gaël Giraud. Ce sont des professionnels de santé de premier recours qui, à partir d'un territoire d'action commune, vont définir une stratégie pour prendre en charge les problématiques de santé et de soins. Ils vont le faire en créant une entité juridique commune, en ayant éventuellement un lieu d'exercice commun, même si c'est ni nécessaire ni suffisant pour faire ce que ces équipes font. Et ils vont bénéficier, chose qui est assez révolutionnaire depuis maintenant quelques années, de financement commun au titre d'une équipe de soins. Et pour le faire, ils utilisent accessoirement un commun numérique, un système d'information qui leur permet de partager l'information, etc. Aujourd'hui, la maturité de ces structures-là, qui est très diverse, est évaluée en fonction d'une matrice de la Haute Autorité de Santé qui nous permet d'évaluer la capacité à faire ensemble du soin à l'échelon d'un territoire, à utiliser des communs numériques, à penser politiquement à un échelon très territorial la stratégie d'un projet de santé, mais aussi à développer ce qu'on appelle la santé communautaire, c'est-à-dire avoir des postures inclusives vis-à-vis d'acteurs du terrain, notamment des patients, mais ça peut être aussi des associations, des entreprises, des institutions locales, pour augmenter le pouvoir d'agir de chaque partenaire potentiel, ce qui est très intéressant pour demain faire de la santé. En quelques chiffres, l'exercice coordonné, c'est plus de 2000 maisons de santé actuellement, c'est 20% de la population qui est couverte par ces structures, c'est 7 millions de patients qui ont déclaré un médecin traitant, et c'est des chiffres qui explosent depuis maintenant une dizaine d'années et qui présentent tout un tas d'avantages parce que ce réseau-là a montré une certaine attractivité pour les jeunes professionnels de santé, ce qui fait qu'ils sont formés au sein de ces structures-là sur différents enjeux, ce qui rejoint les enjeux de formation et l'éco-responsabilité. C'est souvent des cofondateurs d'autres types de structures qu'on appelle les communautés professionnelles territoriales de santé qui permettent de décloisonner des secteurs plutôt en lien avec la ville, l'hôpital ou le médico-social. C'est un endroit où on expérimente tout ce qui est partage et délégation de compétences, ce qui est très intéressant quand on doit penser la redondance de compétences au service de la résilience et de la soutenabilité du système de santé. Et puis derrière, ils produisent et traitent des données de santé pour demain porter des politiques, typiquement dans une logique de bottom-up, c'est-à-dire qu'on va analyser les données de terrain pour modifier l'organisation des soins et à partir d'indicateurs, par exemple demain d'indices PBT ou d'indicateurs liés au bilan carbone d'une structure, on sera capable de faire évoluer les pratiques. Accessoirement, il y a un soutien politique de ces structures-là. Très récemment, l'objectif du ministère est de multiplier les structures. Atout majeur, on est plébiscité par les associations, enfin, ils sont plébiscités par les associations de patients. Donc, ça permet d'avoir un gros appui politique sur ces structures-là. Alors, pourquoi je vous parle beaucoup de ces structures? C'est que j'ai essayé de faire un parallèle lors de cet atelier-là avec l'équation de Kaya. Très bref rappel, l'équation de Kaya, c'est les émissions de carbone qui sont égales à l'intensité carbone de l'énergie, à l'intensité énergétique de la production de valeur, le PIB, à la production par habitant et à la population concernée.
Si je continue en disant qu'il faut que je diminue mes émissions de CO2 au regard de l'équation de Kaya, il faut que j'électrifie ma production énergétique avec des moyens peu carbonés, il faut que je fasse de l'efficacité énergétique, que j'ai du rendement dans le système, il faut que je déploie des plans de sobriété énormes et il faut que je diminue ma population par du planning familial, alias féminisme et vasectomie. Voilà. Et quand on fait le parallèle avec l'équation de Kaya dans la santé, eh bien, bon alors, il y a l'étape électrification et puis utilisation de l'adénosine triphosphate qui est évidente, mais quand on regarde de près ces structures, le rendement énergétique, l'efficacité énergétique, c'est typiquement la coordination des soins primaires. C'est typiquement la fluidification des parcours ville-hôpital médico-social ou l'organisation des soins non programmés pour éviter que les gens aillent aux urgences, etc., etc. Donc là, on a une approche culturelle qui est déjà ancrée dans ces structures-là, qui, au passage, ne sont pas soumises à la réalisation d'un bilan carbone, parce que ce sont des petites structures. Côté production, quand on regarde aujourd'hui les dynamiques de juste soin ou ce qui est fait vis-à-vis du bon usage des produits de santé ou de l'approche éthique du soin, est-ce qu'il faut vraiment faire de l'acharnement thérapeutique, est-ce qu'on... Enfin, voilà. Ces structures-là réfléchissent... Enfin, les maisons de santé ont une culture du juste soin et donc diminuer l'usage des médicaments en ayant d'autres actions, essentiellement sur le fait de casser le besoin en diminuant la population de malades qui ont besoin des services de soins. Et donc, c'est toute la dynamique de promotion de la santé, de réduction du risque en santé communautaire, en faisant en sorte que tous les acteurs d'un territoire, demain, poussent au maintien en bonne santé. Et le maintien en bonne santé, c'est autant de produits de santé qui ne sont pas consommés. Voilà, le résultat de ces ateliers a été assez plébiscité par les personnes et clairement, aux prochaines rencontres, la notion d'éco-responsabilité a été mise en avant. Donc, j'espère peut-être en 2024 que le Shift et éventuellement la Caisse nationale d'assurance maladie, parce que c'est des gens avec qui on travaille beaucoup, soient présents de manière plus intensive auprès de ce public-là, parce que c'est les acteurs du soin de premier recours qui ont envie d'y aller, qui expérimentent déjà dans leur structure en s'inspirant notamment du must-have qui est le livre d'Alice Barra. Et voilà, j'en ai terminé. Je rends la parole à vous les studios et j'espère que vous allez vous intéresser à ces structures-là. Merci beaucoup, Antoine. Alors, comme vous l'avez compris, Antoine et Marie ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Effectivement, les présentations sont denses parce que on manque de temps dans une seule présentation webinaire pour tout dire. Mais vous pouvez les contacter et vous verrez qu'il y a beaucoup à faire, que ce soit du côté des sociétés savantes, des établissements ou même du niveau international, comme en a parlé Marie, ou du côté des organisations territoriales, des maisons de santé et autres, comme en a parlé Antoine. Qui a fait un bref rappel de l'équation de Kaya, mais je crois que l'équation de Kaya mérite un peu plus qu'un bref rappel à l'avenir. Donc, en tous les cas, vous aurez accès aux diapositives et vous pouvez bien sûr leur poser des questions. Il s'agissait là de faire une sorte de mise en bouche sur ce qui se passe concrètement sur le terrain depuis maintenant quelques années. Alors, on poursuit avec la présentation de l'édition 2023 du rapport Décarbonant la santé. J'ai le plaisir de vous présenter ici l'équipe projet. Alors, pas tout à fait au complet, hein, puisqu'il y a toujours des personnes, évidemment, qui travaillent un peu plus dans l'ombre, mais on va dire les acteurs principaux du sujet. Mathis Segnel, Erwan Proto, Baptiste Verneuil, Thomas Rambaud, surtout eux, et un petit peu moi-même qui avons travaillé donc sur les enjeux des facteurs d'émission des médicaments. Et donc, je vais reposer quelques éléments de contexte sur la mise à jour, sur ce travail-là. Et après, je passerai la main aux principaux concernés. Je veux bien la slide suivante. Encore une fois. Voilà. Donc, je pense que tu peux les... Ouais. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les conséquences du changement climatique sur la santé. Elles sont maintenant de plus en plus documentées, de plus en plus connues. Là, évidemment, c'est issu d'un papier scientifique qui est déjà assez vieux, 2014, donc ça fait presque 10 ans. Donc, il est aujourd'hui impossible de dire qu'on n'a pas compris qu'il y a un lien très fort entre les enjeux de santé
et de climat. Et évidemment, il est aussi intéressant de comprendre que cette relation, elle est bilatérale et même réciproque, pour être plus précise, et qu'il va falloir la travailler dans les deux sens. Et nous, ce qui nous a intéressé de voir, c'était à quel point ce système de santé contribuait donc à ce réchauffement climatique. Alors, comment il y contribue? Diapo suivante, s'il te plaît. Il y contribue parce que l'ensemble en fait des maladies, alors pas que, mais c'est pour vous montrer un peu la dimension, on va dire cercle vicieux. Ces impacts sur la santé vont nécessairement augmenter à un moment donné la pression et les risques sur les services de santé. Alors, on pourra rentrer dans le détail sur quel type de risques, qui eux-mêmes vont augmenter la demande de besoins en ressources matérielles et énergétiques, qui eux-mêmes vont augmenter la pression sur les environnements, et la boucle est bouclée puisque cette pression sur les environnements va finir par impacter la santé des individus. Donc, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, on est plutôt pris dans une dynamique vicieuse que vertueuse, alors qu'on aimerait que ce soit le contraire. Pour ce qui est du constat, on a travaillé sur le système de santé l'année dernière, donc sur ce rapport en 2021 dont je vous ai parlé, essentiellement parce que le système de santé, enfin en tout cas la santé est un secteur économique majeur, qu'on a aujourd'hui, en fonction des chiffres, à peu près 10% de la population qui est active sur le sujet. Également parce que vous avez des gros enjeux qui sont assez spécifiques au système de santé. Alors, il y a d'autres services, et notamment services publics, qui ont des enjeux spécifiques, mais là, vous avez des gros enjeux de résilience sur la chaîne d'approvisionnement et de continuité de service. Et enfin, ce n'est pas le cas de tout le secteur de la santé, mais vous avez quand même aussi la question de l'acteur de santé publique, du devoir d'exemplarité du service public d'une manière générale, et aussi le rôle d'ambassadeur qui est vraiment porté par tous les acteurs de santé. Je le rappelle, le professionnel de santé est celui en qui nous avons le plus confiance. Donc, je vais rapidement… Donc, le pari que nous faisons aujourd'hui, après avoir travaillé sur ces questions, c'est que le système de santé, non seulement doit se mobiliser sur la question, mais qu'en plus, c'est une structure unique et capable d'affronter les enjeux climatiques. Et finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, mais néanmoins, on repart du constat. Et je vais laisser la parole à Erwan, à Baptiste, c'est bon, c'est dans le bon ordre, pour vous rappeler les raisons d'être de cette mise à jour. À toi, Baptiste. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci Laurie pour donc, ce constat. Et donc, face au constat qui vient d'être présenté, on avait déjà sorti un rapport en 2021 et on a consolidé nos résultats en y consacrant plus de temps pour obtenir un résultat qui est maintenant plus précis. Donc, l'édition 2023 du bilan carbone de la santé, qui présente 4 changements majeurs. Donc, tout d'abord, on a amélioré les méthodes de calcul. Donc, je ne vais pas rentrer ici dans les détails puisqu'il y a un rapport technique qui est là pour ça, mais on a apporté des changements significatifs pour les méthodologies de chiffrage dans plusieurs postes. Un poste d'émission, c'est une catégorie d'émission dans le jargon. Et donc, entre autres, on a changé la méthodologie pour les émissions de la consommation d'électricité, l'alimentation ou encore les déplacements des patients, par exemple. On a également ajouté et complété des postes. Donc, est-ce que tu peux passer la slide suivante? Donc, c'est des éléments qu'on n'avait pas nécessairement eu le temps de prendre en compte dans la première version de notre bilan carbone. Mais on peut citer ici des ajouts comme les visites des médecins à domicile, mais aussi le linge, les inhalateurs. On peut aussi citer les réseaux de chaleur, les fuites de gaz frigorigènes ou les transports d'urgence. On a également choisi d'étendre légèrement notre périmètre en y incluant cette fois-ci les administrations publiques de la santé, avec notamment les instances de régulation, les structures comme le ministère de la Santé, les ARS, etc., l'assurance maladie et les organismes de la complémentaire santé. Enfin, on a réalisé une étude d'incertitude pour nos résultats. Donc, il faut savoir que l'obtention d'une donnée, elle comporte toujours une part d'imprécision et donc une marge d'erreur. Et nous, par souci de transparence et de rigueur, on a choisi de prendre en compte ces marges d'erreur pour chacune de nos données afin de déterminer une incertitude globale pour notre bilan carbone. Donc, c'est important de souligner que quantifier et communiquer ces incertitudes, ça ne reflète pas un résultat qui est de mauvaise qualité, mais au contraire, ça reflète une volonté d'avoir une démarche scientifique qui va être la plus rigoureuse possible. Donc, on passe maintenant à la présentation de nos résultats. L'empreinte carbone de la santé, c'est-à-dire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont attribuables au secteur de la santé. Donc, on va juste commencer par rappeler rapidement le périmètre. Donc, notre périmètre, c'est le système de la santé. Il est centré autour des bénéficiaires, donc qui sont les patients et les proches aidants.
Et on retrouve les 3 types de structures des offreurs de soins. Donc, il y a tout d'abord les hôpitaux, il y a aussi la médecine de ville ou la médecine ambulatoire, et enfin le médico-social. Et enfin, on retrouve aussi dans les autres acteurs de notre périmètre, les producteurs de biens ou de services, qui sont les petits points bleus sur ce schéma, qui sont les industries du médicament et des dispositifs médicaux. Et on a aussi les institutions publiques et les financeurs, qui sont sur le rectangle bleu à droite. Voilà pour notre périmètre théorique. Maintenant, voilà le périmètre qu'on a réussi à couvrir. Donc, une petite clé de lecture pour ce tableau. En colonne, on retrouve les différents types d'établissements, donc la médecine de ville, les hôpitaux, etc. Et les lignes représentent chaque poste d'émission de notre bilan carbone. Et plus les cases sont vertes, mieux on a réussi à couvrir le périmètre. Et ce qu'on peut retenir de ce tableau, c'est qu'on a réussi à couvrir la majorité de notre périmètre. Toutefois, il reste encore un petit chemin à faire, et donc les résultats qu'on présente sont légèrement incomplets. Voilà donc maintenant nos changements chiffrés pour 2021. Donc, ce qu'on peut observer ici, c'est que le bilan carbone du secteur de la santé, il a été revu légèrement à la hausse. On passe à 49 mégatonnes de CO2. Et nos résultats qui sont consolidés nous permettent de réaffirmer que les émissions de la santé, ils représentent une part significative du total des émissions françaises, puisque ça représente à peu près 8% des émissions nationales. On a également choisi d'effectuer une étude qui porte sur l'incertitude liée à ce résultat. Donc, une toute petite parenthèse sur la méthodologie. On a réalisé plusieurs millions de simulations qui nous permettent d'affirmer que l'incertitude du bilan carbone du secteur de la santé est de 20%. Et donc, pour les personnes qui sont intéressées par ce calcul, je vous invite à lire les parties dédiées dans le rapport technique. Et donc, voilà un résumé de nos résultats de 2023. Donc, l'empreinte carbone du secteur de la santé, elle représente 49 mégatonnes de CO2, ce qui représente 8% de l'empreinte nationale. 87% de ces émissions sont indirectes. Et on va revenir un tout petit peu après sur ce que ça veut dire une émission indirecte. Et la moitié des émissions du bilan carbone proviennent des achats de médicaments, de dispositifs médicaux. Donc, on va maintenant détailler d'où viennent chacune de ces émissions. Donc, dans ce graphe, chaque barre de couleur, ça représente une catégorie d'émissions, qu'on appelle les postes d'émissions. Et les traits ici représentent les incertitudes associées à chacun de ces postes. Les couleurs ici représentent les catégories d'émissions, donc les scopes. Le scope 1, ça représente les émissions directes, donc c'est-à-dire les gaz à effet de serre qui sortent directement, par exemple, des chaudières ou des pots d'échappement du système de santé. Le reste des émissions indirectes, donc qui sont d'ailleurs plus difficiles à chiffrer. Elles sont par exemple liées à la consommation d'électricité ou de chaleur, ça c'est le scope 2 en orange foncé, et également à tout ce qui va être achat, déplacement, alimentation, ça c'est le scope 3 en bleu, donc tout le reste. 11% de nos émissions, ça provient de la consommation d'électricité. Comme on peut voir ici, pardon, la consommation d'énergie, pas d'électricité. Et donc, c'est le chauffage, la climatisation et le chauffage sanitaire notamment. L'électricité, c'est ici que 2%. Et ça, c'est explicable parce que le mix français, il est relativement bas carbone. Mais ça reste important de noter que cette consommation n'est pas négligeable. On peut noter, par exemple, qu'un IRM, ça consomme autant que plusieurs dizaines de foyers français en électricité. Les déplacements, maintenant, représentent 13% environ des émissions de notre bilan carbone. Elles sont réparties notamment entre les déplacements des patients, mais aussi des visiteurs associés. Il y a aussi les déplacements domicile-travail des professionnels, et enfin, tous les autres déplacements professionnels. Une partie de ces émissions sont également incluses dans les émissions directes. C'est pour ça qu'on a la barre la plus à gauche avec des pointillés. Ce sont les émissions qui proviennent des déplacements des véhicules des transports d'urgence et des transports sanitaires. Ensuite, les émissions de l'alimentation ont, elles, été beaucoup revues à la hausse dans la mise à jour. Et elles représentent 11% des émissions de la santé. Il faut noter ici que 20% de l'alimentation est gâchée, selon l'estimation de l'ADEME, dans les hôpitaux, en restauration collective. Et l'emballage plastique des aliments représente 10% des émissions également. Donc, c'est non négligeable. Et ce qu'on appelle ici immobilisation également, ça représente 8% des émissions. Et c'est les achats qui sont non consommables, c'est-à-dire tous les achats de biens qui ont une durée de vie de plus d'1 an. Et dans ces émissions, la moitié à peu près correspondent à la construction des bâtiments, l'autre moitié, c'est tout ce qui est système informatique.
Voilà, enfin, les émissions restantes, c'est concentré dans les achats de services, les émissions qui proviennent du traitement des déchets, des fuites de gaz de climatisation, des gaz médicaux, qui sont à la fois l'anesthésie et les inhalateurs. Et enfin, on a gardé le plus gros morceau pour la fin. Ce sont la moitié des émissions qui proviennent des achats de médicaments et de dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux qui vont des seringues, aux masques, aux lunettes et aux IRM. Donc, c'est très large. Et si les émissions des médicaments sont si importantes, donc il faut bien prendre en compte qu'elles couvrent toute la chaîne de valeur de production, qui va de l'extraction des ressources à la sortie de l'usine, en passant par des transformations chimiques énergivores, du transport ou du packaging. Et donc spécifiquement sur le poste des médicaments, on a choisi d'approfondir en produisant une note d'analyse spécifique que Erwan va pouvoir vous présenter juste maintenant. Oui, merci, merci Baptiste et bonjour à toutes et à tous. Hop, je reprends la main. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter en effet une note qu'on a intitulée « Les facteurs d'émission monétaire des médicaments » et qui sort conjointement à notre rapport central. Donc déjà, je vais expliquer pourquoi on fait cette note spécifique sur les médicaments. Il y a une première raison, c'est qu'il faut la remettre dans le contexte du rapport. C'est un rapport qui est sur le secteur de la santé et pas sur l'industrie pharmaceutique des médicaments spécifiquement. Mais donc dans ce rapport, on a fait un bilan carbone du secteur. Et une bonne pratique quand on fait un bilan carbone, c'est qu'on fait un premier calcul pour avoir les ordres de grandeur, savoir comment se répartissent les émissions entre les différents postes. Et ensuite, quand on affine en mettant à jour ce calcul, on va aller affiner en priorité les postes les plus importants. Or, comme on vient de le voir, le poste le plus important dans notre calcul, c'est les médicaments. Donc ça, c'est une première raison pour s'y intéresser spécifiquement. Ensuite, deuxième chose, ici, vous pouvez voir à l'écran le calcul que l'on fait pour ce poste, pour obtenir les émissions de la production des médicaments, de la consommation plutôt. On prend les dépenses nationales de médicaments qui sont exprimées en euros, on les multiplie par un facteur d'émission monétaire, c'est le sujet de cette note, et on obtient les émissions de la consommation des médicaments. Donc, un facteur d'émission monétaire, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un facteur qui nous permet de convertir des achats de médicaments. Donc, on achète tant d'euros de médicaments, et ça permet de traduire ça en émissions induites par cet achat. Donc, on voit à ce calcul que la valeur qu'on choisit pour le facteur d'émission monétaire des médicaments est très importante parce qu'elle va fortement influencer ensuite la valeur du bilan carbone global du secteur. Donc, quelle valeur on avait prise? Pour le rapport 2021, on avait pris une valeur à 540 kg de CO2 équivalent par millier d'euros. Alors, il se trouve qu'en fait, c'était issu d'une interprétation erronée qu'on avait faite d'un guide méthodologique de l'ADEME, ce qui fait qu'on a ensuite changé le chiffre et on est parti sur une valeur de 500 kg CO2 euros par millier d'euros. Et donc, ce facteur d'émission, on l'a trouvé sur la base empreinte de l'ADEME. Donc, c'est une base de données de facteurs d'émission. Et donc, une chose importante ici, c'est qu'on voit que c'est le même ordre de grandeur que le premier chiffre, ce qui fait que les conclusions étaient tout à fait les mêmes. Mais par contre, ça nous a fait, c'est une deuxième raison pour laquelle on a fait cette note, c'est qu'on a voulu aller creuser le sujet des facteurs d'émission monétaire pour pouvoir mieux comprendre déjà comment ils sont construits et ensuite pour savoir si cette valeur-là qu'on reprenait était bien pertinente. Donc, deux raisons pour cette note. Et une chose que je dois dire ici, même si je déteste spoiler d'habitude, c'est que c'est cette valeur qu'on conserve ensuite pour notre édition 2023 là. Donc en fait, après avoir fait cette note, on a conclu qu'on continuait à utiliser cette valeur-là. Et donc là, je vais expliquer pourquoi on conclut ça. Donc, ce qu'il faut que vous ayez en tête en consultant cette note, c'est que c'est une note intermédiaire. Donc ceci à deux titres. D'une part parce qu'on va présenter de la méthodologie dans cette note qu'on a mis au point pour cette note. Et donc on veut la confronter au retour, d'ici une note finale. Et également parce qu'on pourra, d'ici une deuxième version, inclure les dispositifs médicaux. Parce qu'en fait, les enjeux pour les dispositifs médicaux sont les mêmes que pour les médicaments. Et donc ils auraient toutes leur place dans la note. Alors, elle se divise en trois grandes parties. On a d'abord un historique des calculs qu'on avait fait pour la première version de 2021.
quelles données on avait utilisées, pourquoi, comment. Ensuite, on a une deuxième partie qui donne des éléments méthodologiques utiles à la compréhension de la note. Et enfin, évidemment, les résultats qu'on a trouvés et l'analyse qu'on en fait. Donc, comme je le disais, c'est une note qui est intermédiaire, donc vos retours seront le bienvenu. Et pour cela, on a mis en ligne un document dans lequel vous pourrez directement interagir, mettre vos commentaires, etc. Et que vous trouverez, donc là, l'adresse qui s'affiche, c'est l'adresse qui sera ensuite transmise de la publication du rapport, et il y aura le lien vers ce document en ligne. Donc maintenant, en quoi concrètement ont consisté nos recherches? Donc ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on est allé voir dans les publications qui existaient, quels étaient les facteurs d'émission monétaire, concernant les médicaments évidemment, qui existaient. On en a trouvé pour la France, mais aussi, et en fait surtout, pour d'autres pays à l'international, ce qui fait que l'on a dû mettre au point une méthodologie pour pouvoir tous les comparer, puisque comme ils étaient exprimés pour plein de pays différents, ils étaient dans des unités monétaires différentes. Donc on a mis au point une méthodologie pour pouvoir les ramener à une même unité. Et alors là, c'est 3 choses qui sont importantes, c'est en euros français de 2018. Je vais expliquer pourquoi après. Et donc j'attire votre attention sur cette méthodologie. On est d'autant plus preneur de vos retours sur cette partie du rapport. Et donc enfin, on avait ces facteurs qu'on a comparés, et ensuite on s'est demandé quels étaient les enseignements qu'on pouvait tirer de cette comparaison, et est-ce que les résultats qu'on trouvait remettaient en question nos résultats du rapport, ou non. Alors là, maintenant, petit zoom sur la méthodologie de comparaison dont je parlais juste avant, enfin de conversion, pardon. J'ai une méthodologie de conversion. Pourquoi il a fallu la mettre au point? C'est parce que donc, 2 facteurs d'émission ne sont, même s'ils concernent le même médicament, ils ne s'expriment pas forcément dans la même unité. Donc par exemple, on a des différences de devises. Si on achète les mêmes médicaments en France ou aux États-Unis, dans un cas, ça sera exprimé avec une unité en euros, et dans l'autre cas avec des dollars. Donc là, notre méthodologie propose de convertir, de ramener à la même devise en utilisant les taux de change. Ensuite, on a des différences d'années. Donc ici aussi, même médicament, mais qu'on achète dans le même pays, donc avec des euros en France, mais dans 2 années différentes, en 2004 ou en 2015. En fait, là, on revient au problème d'avant. Ça ne va pas être exactement la même monnaie, parce que entre 2004 et 2015, il y a eu de l'inflation, les euros ne sont plus exactement les mêmes, et du coup, notre méthodologie propose de corriger de l'inflation pour ramener à une même année. Et donc enfin, troisième chose, on a la différence de pouvoir d'achat. Donc là, on prend 2 pays, la France et l'Autriche, qui ont tous les deux comme monnaie les euros. On achète les mêmes médicaments, mais en fait, comme les pouvoirs d'achat sont différents d'un pays à l'autre, de manière un peu arbitraire, c'est-à-dire parce que le pouvoir d'achat est différent, le même médicament va pouvoir être vendu plus cher dans un pays ou dans l'autre. Et donc là, pour de nouveau comparer des choses comparables, on propose d'utiliser la parité de pouvoir d'achat pour ramener à une même unité. Voilà, donc je reviens, c'est en euros français, non, ouais, de 2018 français. Ce sens-là. Voilà, donc ensuite, maintenant, les résultats. Hop, tadam. Donc là, on a le graphique central de la note qui permet de visualiser tous les facteurs d'émission qu'on a trouvés. Donc les clés de lecture de ce graphique, c'est un point est un facteur d'émission différent provenant d'une publication. Sur les abscisses, vous avez les années, donc parce qu'à chaque facteur d'émission est associé une année. Et ensuite, dans les ordonnées, vous avez les valeurs en kilos de CO2 équivalent par millier d'euros. Et donc ici, on visualise le facteur de 500 dont je parlais tout à l'heure, qu'on utilise pour nos calculs, qui provient de la base empreinte ADEME. Donc, une chose qui saute aux yeux en voyant ce graphique, c'est que tous les points ne sont pas resserrés sur une même valeur, mais sont assez éclatés, et on passe d'un minimum qui se situe autour de 200 kg CO2 équivalent par millier d'euros à presque 2000, donc un facteur 10 entre le min et le max. Donc évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une telle variabilité de nos résultats?
Alors, des éléments d'explication qu'on peut amener, c'est que ces facteurs n'ont pas tous été construits de la même façon. Donc, on a plusieurs différences. On a des différences de périmètre. Donc là, ça va être par exemple le cycle de vie qui est pris en compte. Enfin, dans le cycle de vie, quelles sont les émissions qu'on prend en compte? Est-ce qu'on va des matières premières à la sortie de l'usine de production? Ou est-ce qu'on va un peu plus loin, par exemple, en incluant les transports et le stockage de ces médicaments après la vente? On a des différences de périmètre aussi pour les gaz à effet de serre qui sont pris en compte. Donc, tous les facteurs d'émissions monétaires des médicaments prennent en compte, comptabilisent le CO2, mais il y en a qui vont plus loin et qui comptabilisent aussi d'autres gaz à effet de serre et d'autres qui restent juste au CO2. On a ensuite des différences dans les bases de données utilisées, donc les bases de données, que ce soit économiques ou physiques pour les émissions. Donc là, c'est de pays à pays, il n'y a pas forcément la même méthodologie de construction de ces bases, et donc ça peut amener des distorsions dans les résultats. Des différences dans les années également. Donc là, là c'est très visible sur le graphique, on est presque à 2 décennies qui sont représentées, et évidemment, au fur et à mesure des années, les facteurs d'émission peuvent être amenés à évoluer. Comme d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les petits fils qu'on voit derrière certains points, c'est les historiques d'évolution qu'on a pu trouver dans certaines publications. Et donc enfin, le facteur d'émission peut être exprimé en prix d'acquisition, en prix de base. Donc là, je ne rentre pas dans ce vocabulaire technique, il est expliqué dans la note. Ce qu'il faut savoir juste, c'est que c'est important de savoir dans quel prix le facteur d'émission est exprimé, parce que ça influe ensuite sur sa valeur. Et donc, en fait, en dernière chose, là, on voit les résultats après conversion grâce à la méthodologie qu'on a mise au point. Donc, celle-ci, encore une fois, est à questionner et c'est pour ça qu'on la soumet au retour. Donc, pour finir, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette note sur les facteurs d'émission monétaire? Déjà, du fait qu'il y a cette grande variabilité et qu'à ce stade, on ne sait pas se prononcer sur quel est... on ne sait pas départager les facteurs d'émission qu'on a trouvés, le shift ne va pas donner son facteur d'émission des médicaments. Cependant, il a bien fallu qu'on en choisisse un pour faire nos calculs, ceux qu'a présenté Baptiste tout à l'heure. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le facteur de 500 base empreinte. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que donc d'une part, il est dans des ordres de grandeur qui sont cohérents avec ce qu'on peut trouver. On n'a pas trouvé qu'il était en dehors des plages de valeurs qu'on a pu trouver. Et deuxièmement, on a jugé que c'est celui qui faisait le plus référence à ce jour pour la consommation de médicaments en France. Cependant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on changeait cette valeur pour prendre plus ou moins 50%, ça ne changerait pas les grandes conclusions. Donc évidemment, le poids des médicaments serait augmenté ou diminué, mais malgré tout, il resterait soit premier, soit deuxième poste d'émission les plus importants du bilan carbone global. Et donc, les médicaments resteraient une priorité pour la décarbonation de la santé. Première chose, et donc ensuite, deuxième conclusion qui reste identique à la version 2021, c'est que pour aller plus loin dans la décarbonisation des médicaments, il nous faudrait plus de précisions sur d'où proviennent les émissions, donc à la fois des précisions sur le cycle de vie, c'est-à-dire concrètement savoir quelles sont les sources d'émissions qui, dans la production des médicaments, amènent à ce chiffre final agrégé, et également avoir des précisions par produit, c'est-à-dire avoir des bilans carbone par médicament pour pouvoir départager de médicaments qui produiraient un soin équivalent, mais dont l'un aurait un impact carbone moindre à l'autre, et donc on pourrait choisir celui-ci en priorité. Donc voilà pour cette parenthèse sur les médicaments que je referme maintenant. On va revenir sur le bilan carbone global du secteur, et j'ai passé la main à Mathis Egnel pour qu'il fasse une présentation de ce bilan qu'on a désagrégé par acteur. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Erwan pour cette belle parenthèse. Et effectivement, place maintenant à de nouveaux résultats que nous sommes ravis de vous présenter en avant-première aujourd'hui. Mathis, on n'entend pas. Vous n'entendez pas? Je crois qu'il faut que tu allumes ton micro. Mon micro est allumé, vous ne m'entendez pas? Ok. Non, c'est bon, pardon. Ok. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va vous montrer les résultats que nous avons obtenus sur la distinction des émissions de gaz à effet de serre du système de santé entre les différents acteurs.
Alors, qu'est-ce que nous entendons par acteurs? Comme expliqué par Baptiste juste avant, notre périmètre de la santé se divise en une multitude d'entités qui peuvent se répartir selon 5 catégories d'acteurs. Nous avons les administrations publiques et les complémentaires santé, les établissements d'accueil et de services pour adultes et enfants handicapés, les établissements d'accueil et de services pour personnes âgées, la médecine de ville et les établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons cherché à quelle hauteur chacun de ces acteurs contribuait aux émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé. Pour cela, rien de sorcier, nous avons repris la même méthodologie que celle suivie pour estimer l'empreinte carbone du système de santé français, et nous l'avons juste approfondie pour qu'elle puisse justement permettre cette décomposition entre acteurs. Ce que vous voyez à l'écran, et notamment le camembert qui se situe à droite, c'est justement cette distinction entre acteurs. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas cherché à répartir entre ces acteurs les émissions associées aux achats de médicaments et aux achats de dispositifs médicaux. Ce choix, nous l'avons fait déjà pour garantir la lisibilité des résultats, mais aussi et surtout pour éviter que les résultats ne soient trop biaisés par la clé de répartition choisie. En effet, par exemple, on pourrait se poser la question à qui attribuer les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux achats de médicaments d'un résident en EHPAD qui a reçu une prescription suite à une consultation en hôpital et qui se rend en pharmacie pour acheter ses produits de santé. Donc c'est pour ces raisons que nous excluons ces postes-là, et c'est pourquoi nous préférons proposer cet autre camembert qui répartit justement les émissions lorsque nous excluons les achats de médicaments et d'EDM. Erwan, je te laisse juste passer à la suivante. Donc vous avez ici cette répartition. Et en fait, le constat qui peut être fait est le suivant. Hormis l'administration publique qui représente qu'une faible part des émissions, chaque acteur contribue largement aux émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé. Autrement dit, chaque acteur a son rôle à jouer dans la décarbonation. Ce qu'il est intéressant de regarder maintenant, c'est cette même répartition, mais poste par poste. Vous avez ici un graphique qui représente justement les émissions de gaz à effet de serre du système de santé en dehors des postes achats de médicaments et achats de dispositifs médicaux. Chaque barre représente un poste d'émission, et à chaque hauteur de la barre représente le total d'émissions en millions de tonnes de CO2 équivalent par le système de santé. Voici maintenant à quelle hauteur contribuent les hôpitaux publics et privés pour chaque poste. Ce qu'on constate, c'est une forte contribution de cette catégorie d'acteurs, notamment pour les postes liés à la consommation d'énergie, à l'immobilisation de machines et de bâtiments, ou encore aux achats de services et au traitement de linge. Cela peut facilement se comprendre quand on connaît justement la quantité d'hôpitaux en France, l'importance d'assurer des services dans ces établissements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année, ainsi que lorsqu'on connaît la grande quantité de machines immobilisées dans ces établissements. Si on ajoute maintenant la médecine de ville, on constate ici que le profil d'émissions est légèrement différent de celui des hôpitaux. Les émissions de la médecine de ville sont principalement dominées par les émissions liées aux déplacements, et notamment les déplacements des usagers et des visiteurs. Et cela, pour nous, ça peut facilement s'expliquer par la quantité de consultations qui sont réalisées chaque année, par l'aspect moins centralisé de la médecine de ville par rapport aux hôpitaux, et par les moyens de transport encore très carbonés qui sont utilisés pour se rendre à des consultations dans des établissements de médecine de ville. Si on ajoute maintenant les émissions liées au médico-social et les deux acteurs qui constituent ce médico-social, qu'on a pris en compte dans notre périmètre, on constate un même profil d'émissions finalement que celui des établissements de santé. Et ce qu'on constate également, c'est la part importante des émissions liées à la consommation d'énergie pour le chauffage, par exemple, ou la part importante liée à l'alimentation, ce qui rappelle finalement que ces établissements sont de véritables lieux de vie pour de nombreux individus qui y sont logés et nourris H24 et toute l'année. Et enfin, si on ajoute les émissions de l'administration publique et les émissions des complémentaires de santé, on retrouve finalement le profil d'émissions du système de santé dans sa globalité. Maintenant, que peut-on faire de ce constat ? Déjà, ce constat en tant que tel, il est intéressant puisqu'il montre la dépendance du système de santé aux émissions de gaz à effet de serre. Mais finalement, seul, il n'est pas très utile. En fait, la véritable utilité d'un bilan carbone, c'est derrière de pouvoir proposer un plan de décarbonation qui soit adapté au constat qui est fait. Et justement, c'est ce qu'on a tenté de faire dans le rapport en proposant une feuille de route de décarbonation. Cette feuille de route, elle se compose d'une trentaine de mesures que nous avons réparties selon 3 catégories. La catégorie des prérequis, la catégorie des mesures transverses et la catégorie des mesures spécifiques. Pour la catégorie des prérequis, ça va être surtout des mesures qui visent à approfondir les connaissances sur les émissions de gaz à effet de serre du système de santé et à former les professionnels de santé aux enjeux énergie et climat. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'à ce stade, les choses évoluent dans le bon sens, puisque de plus en plus de formations existent à ce sujet pour les professionnels de santé,
et également que la réglementation sur le bilan carbone évolue. Pour les mesures transverses, ça va surtout être des mesures qui vont concerner le système de santé dans sa globalité et finalement qui sont un peu indépendants du constat en lui-même sur les émissions par poste d'émission. C'est la dernière catégorie de mesures sur lesquelles nous allons nous attarder aujourd'hui, et ce sont les mesures spécifiques. C'est justement ce type de mesures qui ont été construites grâce au constat et au bilan carbone que nous avons pu faire sur le secteur de la santé. Et donc l'idée de ces mesures, c'est de s'adresser à chacun des postes d'émission du secteur de la santé. Enfin, et c'est un point typologique que vous devez avoir en tête, c'est avant que je passe la main à Thomas, c'est que ces mesures-là, nous les avons réparties suivant 2 grandes catégories. Donc là, je parle des mesures spécifiques. Il y a la catégorie des mesures chiffrées, qui sont, comme leur nom l'indique, des mesures dont nous avons été en mesure d'estimer le potentiel de décarbonation qui leur était associé. Et il y a les mesures par objectif. À la différence des mesures précédentes, on n'a pas été en mesure de les chiffrer. Donc, nous avons proposé un objectif qui était en conformité avec la nécessaire baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est cette typologie que va utiliser Thomas pour la suite lorsqu'il va vous présenter les scénarios de décarbonation et les mesures qu'on y a associées. Thomas, je te passe justement la main. Merci Mathis pour ce point sur les émissions par secteur. Alors, avant de commencer sur l'impact des réductions et des mesures sur le bilan carbone, je vais faire un petit rappel sur les objectifs qui sont issus de l'accord de Paris et aussi de la SNBC. Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone d'ici 2050 ? Donc, pour atteindre la neutralité d'ici 2050, ça signifie qu'il va falloir effectuer une baisse ou une réduction de 80% de l'empreinte carbone d'ici 2050 par rapport à 2020. Lorsqu'on regarde ce que ça veut dire pour le secteur de la santé, ça veut dire qu'on part aujourd'hui de l'empreinte en 2020 à 49 millions de tonnes et on doit arriver à moins de 10 tonnes d'ici 2050. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on va faire pour y arriver. Donc, la première chose, c'est qu'on va appliquer une première catégorie de mesures qui sont les mesures chiffrées. Ce que vous pouvez voir sur le graphe ici, c'est qu'on a simplement extrapolé entre 2020 et 2050 la hausse des émissions avant transformation pour arriver à un peu plus de 50 millions de tonnes d'émissions en 2050. Donc, cette première catégorie de mesures chiffrées, c'est celle qu'on a déjà pu vous présenter dans le premier rapport. Donc, les premières sont de l'ordre des émissions liées au chauffage et à l'électricité. Donc, on a une baisse de 4,6 millions de tonnes, ce qui équivaut à peu près à 85% de baisse déjà. Ensuite, on a tout ce qui concerne le transport, où on a à peu près moins 6 millions de tonnes, un peu plus de 6,5 millions de tonnes en moins, ce qui équivaut ici à plus de 90% de baisse des émissions. Ensuite, on a la partie alimentation qui correspond à 2,8 millions de tonnes de baisse. Et encore une fois, ici, on a une baisse d'à peu près 49%. Et enfin, on a des émissions réduites sur les émissions fugitives et les déchets. Alors, quelques exemples sur ces mesures. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, sur la plupart des postes, on atteint déjà plus de 80% de réduction, ce qui est en ligne par rapport aux objectifs de l'accord de Paris. Donc, quelques exemples, c'est sur la partie chauffage, c'est systématiquement passer à des systèmes de chauffage de gaz au fioul vers des sources d'énergie moins carbonées ou bas carbone. Pour les déplacements, c'est d'une part électrifier l'ensemble des véhicules, en tout cas une bonne partie des véhicules, mais c'est aussi co-construire, rédiger et déployer un plan de mobilité pour les établissements. Et c'est aussi limiter les distances parcourues. En ce qui concerne l'alimentation, c'est systématiser l'offre de repas végétariens et, très important, approvisionner de façon locale et avec des fruits et légumes de saison. Et enfin, quelque chose qui est déjà bien largement répandu, interdire les gaz anesthésiants à fort effet de gaz à effet de serre. Une fois qu'on est ici,
Donc, l'empreinte en 2050, une fois ces mesures chiffrées appliquées, on voit qu'on atteint une baisse de moins 27%, ce qui correspond à 35,7 millions de tonnes. On est donc encore loin des 10 millions de tonnes nécessaires afin d'atteindre les moins 80% d'ici 2050. Ce qui veut dire qu'il nous faut encore une baisse supplémentaire de 26 millions de tonnes, ce qui correspond à moins 70% des 35,7. Donc, c'est là qu'on rentre en jeu la deuxième catégorie de mesures, ce qu'on a appelé les mesures par objectif. Donc, les mesures par objectif, elles sont à deux niveaux. D'une part, des réductions qui sont portées, des efforts de réduction qui sont portés par l'industrie, donc à la fois pour soutenir la réduction du gâchis. Donc, un exemple tout simple, c'est lorsqu'on vous prescrit 28 cachets, ne pas faire des boîtes de 30 uniquement, ce serait une bonne chose. Autre chose très, très important, et c'est pour rebondir sur la note sur les facteurs d'émission dont Erwan vous a parlé tout à l'heure, c'est qu'il va falloir baisser l'intensité carbone des médicaments et des DM. Le deuxième niveau, c'est il va falloir agir sur la politique de prévention, de promotion de la santé et juste soin, un nouvel acronyme qu'on va essayer dont on parlera par la suite, c'est la PPJS. Et cette PPJS va permettre de soutenir la réduction de la demande de soins. Afin de visualiser un petit peu plus concrètement ce que ça veut dire, on va vous proposer 4 scénarios de décarbonation. L'hypothèse de base, c'est que on va passer à une baisse fixe des volumes, donc 10% sur les médicaments et 20% sur les DM. Et ensuite, nous allons faire varier la réduction de l'intensité carbone, soit pas de réduction possible par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme facteur d'émission, soit on va pouvoir trouver 40% de réduction, 60% et 80%. Et on va voir très facilement que entre le reste à faire sur les efforts de l'industrie et le reste à faire sur la fameuse PPJS, dont Laurie Marot parlera plus en détail juste après, il va y avoir un effet de vase communicant. Donc, premier exemple ici, on est sur du facteur d'émission où on ne fait aucun effort, en ce sens qu'on reste là où on en est aujourd'hui. Ce qu'on peut voir, c'est que le reste à faire, comme je l'appelle, donc les 22 tonnes qui restent à baisser pour atteindre les 80% de réduction, vont devoir être portées par la PPJS, donc la prévention, promotion de la santé et le juste soin, ce qui équivaut à une baisse ou une réduction supplémentaire des soins de 69%. Donc, sans doute irréaliste. Ensuite, vous l'aurez compris, on va augmenter cette réduction du facteur d'émission dans un premier temps de 40%. Donc, on voit bien évidemment que la baisse induite par cette baisse du facteur d'émission augmente, et ce qui fait que la réduction supplémentaire portée par la PPJS maintenant va passer de 70% tout à l'heure à 58%. Si on continue dans la même logique, on va passer maintenant à un objectif de réduction de facteur d'émission de 60%, ce qui, pour nous paraît sans doute atteignable. Et bien là, on arrive à une réduction supplémentaire qui va être portée par la prévention, la promotion de la santé et le juste soin de 48%. Enfin, si on pousse à l'extrême le dernier scénario, qui est de réduire de 80%, et encore une fois, réduire de 80%, c'est ce que demande la SNBC. Donc, c'est pas forcément, c'est important, mais c'est en tout cas par rapport à ce qu'on nous demande, c'est ce qu'il faut faire. Donc, si on est là, on reste quand même sur une réduction supplémentaire portée par la PPJS de 33%, ce qui fait qu'il va falloir réduire, en tout cas baisser la demande de soins encore de 33%. Ce qu'on a voulu vous dire par ces différents parcours de scénarios, c'est que dans tous les cas, il va falloir que l'ensemble des acteurs, et c'est c'est même complètement ce que disait Mathis tout à l'heure, que tous les acteurs vont devoir mettre la main à la pâte
afin de travailler dans le même sens pour pouvoir atteindre ces moins 80% d'ici 2050. Et avant de passer la main à Laurie, une petite animation qu'on a voulu vous partager ici pour bien montrer l'effet vase communicant entre plus les facteurs d'émission va baisser, et bien moins la demande, enfin la réduction de soins portés par la PPJS sera importante. Et je laisse Laurie nous donner un peu plus de détails sur cette PPJS. Merci beaucoup Thomas, et on a tous été évidemment bluffés par cette formidable animation réalisée par les soins de Thomas, mais qui effectivement montre bien l'effet vase communicant, et donc vous pourrez montrer ça parce qu'on vous partagera l'ensemble de ces diapositives à vos collègues, vos partenaires, vos fournisseurs, etc. Donc, sur cette partie PPJS, je tiens d'abord à signaler qu'une partie de ce travail est en cours, que je vois qu'il y a pas mal de questions sur est-ce que il faut s'attaquer plutôt à la production, à la recherche, au transport, etc., sur le médicament. Donc ça, c'est aussi des travaux qui sont en cours. Et ce travail spécifique sur qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des médicaments et qu'est-ce qu'il faut faire même au niveau de la prévention, promotion de la santé et juste soins sera travaillé dans le détail dans un prochain rapport d'ici à la fin de l'année. Donc là, c'est en quelque sorte un travail préparatoire, mais qui était absolument nécessaire, d'une part pour que nous, on puisse comprendre où est-ce qu'il y avait des ambiguïtés sur ce sujet des facteurs d'émission, et aujourd'hui, on espère en tout cas qu'on a pu vous apporter quelques éclairages sur le sujet, et pourquoi on continue dans la même perspective et dans la même logique, en voulant en tout cas actionner ce système préventif plutôt que curatif et ces enjeux de promotion de la santé. Alors effectivement, la PPJS, donc, c'est de passer du cure vers le care, hein, donc en bon français, et du soin plutôt vers le prendre soin, avec des grands principes que sont la prévention. Donc la prévention, c'est l'ensemble des mesures qui visent à éviter ou réduire le nombre et ou la gravité des maladies. Elle se porte à 3 niveaux qu'on ne va pas détailler ici parce que ce n'est pas l'enjeu de cette présentation, mais c'est bien de l'avoir à l'esprit, primaire, secondaire, tertiaire, qui vont se situer à différentes étapes en amont ou en accompagnement du développement d'une maladie. Et évidemment, c'est tout à fait utile. On a pu encore le constater récemment qu'il vaut mieux prévenir que guérir, notamment en situation sanitaire exceptionnelle. La question de la promotion de la santé aussi est un grand enjeu et parfois peut-être un petit peu moins visible parce que difficile à mettre en œuvre, peut-être même plus encore que la prévention, notamment la prévention primaire. Donc la promotion de la santé est redéfinie par la Charte d'Ottawa en 86. C'est des actions qui visent d'une part à renforcer les aptitudes et les capacités des individus et aussi à changer leur situation, parce que c'est tout l'environnement qui va compter pour ça, et notamment la situation sociale, environnementale et économique. Et ça, elle implique la responsabilité des individus et de l'ensemble des acteurs économiques, et on insiste sur ce point, parce que la responsabilité de la santé d'un individu ne va pas dépendre que de la santé, mais aussi de son environnement. Et enfin, la question du juste soin, c'est le soin de qualité, mais adapté aux patients. Il vise au bon usage du système et des services de santé et d'éviter la surprescription dans le but de mieux accompagner tous les patients. Diapositive suivante. Voilà. Alors rapidement, je vous montre un extrait du dernier rapport du Lancet Countdown. Vous pouvez voir le nuage de poids, en fait, c'est l'espérance de vie en bonne santé rapportée aux émissions de gaz à effet de serre par personne. Hop, il y a eu un petit saut de... Elle est activée. Il y a eu un petit saut de slide, mais ce n'est pas grave. Tout ça pour vous dire que c'est nous les champions. Bon, je caricature un peu, mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est plutôt bon relativement à l'espérance de vie en bonne santé qu'on a dans notre pays. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, même si on le verra après avec Baptiste Andrieux, notre système de santé est quand même assez consommateur d'énergie. Le système de santé, je veux bien que tu cliques 2 fois, ce n'est pas tout. Hop, reviens juste. Ouais. Ce n'est pas tout ce qui constitue la santé, on a vu juste avant, et donc il y a tout un ensemble de déterminants de santé sur lesquels on ne va pas revenir, mais les milieux de vie, les systèmes, le contexte global, politique, économique, etc., qui peuvent aussi largement favoriser cet état de santé. Et enfin,
Juste pour avoir une petite perspective internationale sur le sujet, en 2017, il y a un rapport qui était sorti sur les systèmes de santé résilients et bas carbone qui était à destination des pays en voie de développement. Et en 2021, lors de la COP26, il y a un accord international qui a été signé par plus d'une cinquantaine de pays à ce moment-là, dont les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, etc., sur ces enjeux et qui reprenait en fait quasiment, c'est assez marrant, les mêmes conseils qui étaient adressés aux pays en voie de développement en 2017. Donc, je veux bien un petit clic. Voilà. Et donc, Cocorico, nous avons signé finalement en 2023 cet accord, puisque je reconnais que je rouspétais un petit peu depuis 2 ans sur le fait qu'on n'était pas signataire. Et donc, on va devoir s'aligner de toute façon aussi au niveau international sur ces enjeux de système de santé bas carbone et résilient. Nous sommes désormais engagés au niveau des Nations Unies. Et en termes de conclusion, je vais juste rappeler les brèves conclusions de cette présentation aujourd'hui. Alors, je veux bien, voilà, merci. Vous êtes mes bras. Donc, en conclusion, pour une santé pleine, durable et planétaire, donc première conclusion, vous l'avez vu, on est toujours environ à 8% de l'empreinte carbone française. Le système de santé représente toujours. Je veux bien que vous compreniez, parce que ça fait des échos. C'est pas vous? Moi, je sais pas qui c'est. Les facteurs d'émission des médicaments varient des méthodologies adoptées, mais dans tous les cas, le médicament reste un poste déterminant. La répartition, il y a une répartition assez équilibrée des émissions entre les acteurs de santé, hors médicaments et dispositifs médicaux. Et non seulement le système de santé est en capacité de faire face au changement climatique, mais j'ai un peu envie d'insister sur le fait qu'on peut utiliser les actions de prévention et de sobriété en faveur d'une santé publique résiliente et forte, et que la société qu'on pourra développer sur la base de cette santé-là sera certainement encore plus enviable que celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, c'est le temps de l'action, des partages d'expériences, des initiatives et des essais. Et voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer dans le sujet. Maintenant, je vais donner la parole à Baptiste Andrieux, qui va se présenter comme un grand et qui va surtout nous présenter ces enjeux de décarbonation au niveau international. Bien, merci beaucoup, Laurie. Alors, je suis sur l'ordinateur d'Erwan Proto, mais c'est bien Baptiste Andrieux qui parle. Alors, j'essaie de passer les slides. Voilà. Merci beaucoup. Bien, alors, donc moi, c'est Baptiste Andrieux, je suis doctorant au Shift sur de la modélisation des liens entre matières premières, énergie et PIB, développement économique de régions du monde. Et là, je vais vous présenter assez brièvement 2 publications sur lesquelles on a travaillé avec l'équipe santé du Shift, entre autres. Une première sur les liens entre la qualité des systèmes de santé à travers le monde et leur empreinte matières premières et énergie, et une deuxième sur le lien entre empreinte énergétique d'une personne et pathologie dans les pays en question. Alors, sur le premier point, la question qu'on s'est posée, c'est de quelles ressources dépendent les secteurs de santé à travers le monde. C'est un projet qu'on a mené donc avec Laurie Marot, Olivier Vidal, qui est mon directeur de thèse, Mathis Egnel du Shift, et 2 médecins, Laurent Boyer et Guillaume Font. Le papier n'est pas encore publié en version définitive, mais il y a une version provisoire sur Internet qu'on est en train de revoir et que vous pouvez accéder avec ce lien-là. Et on diffusera sur les réseaux quand le papier sera publié dans sa version finale. Alors, l'approche qu'on a eue pour faire ça, c'est une approche du bas vers le haut, c'est-à-dire une approche économique. L'idée, c'est que dans chaque pays, on a accès aux dépenses de santé du pays en question, et on peut tracer la chaîne de valeur avec ce qu'on appelle des tableaux entrées-sorties pour savoir, d'accord, s'il y a tant de millions d'euros de dépenses de santé aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a fallu produire dans tous les autres secteurs de tous les autres pays du monde pour ce système de santé aux États-Unis. Et ensuite, avec des facteurs d'émission, des facteurs matières premières par euro, énergie par euro, on peut retracer toute une empreinte. Alors, je ne vous montre pas les résultats qu'on directement de cette étude-là, parce qu'il y en a beaucoup et vous pourrez les consulter en ligne. Notamment, je ne les montre pas sur les matières premières. Je vais juste donner un petit exemple sur l'énergie et l'empreinte énergétique par personne. On s'est demandé s'il y avait un lien entre empreinte énergétique par personne
et un indice d'accès et de qualité aux soins, des soins. C'est ce que vous allez voir sur ce graphique-là. Alors, on voit en abscisse un indice d'accès et de qualité aux soins qui est l'HAQ index, qui va de 0 à 100. 0, ça veut dire que c'est un système de soins absolument, enfin, le pire qu'on pourrait imaginer. Et 100, c'est un système parfait qui n'existe pas. Comme on voit sur le graphique, il n'y a aucun des pays qui est à 100. En ordonnée, maintenant, c'est l'empreinte énergétique du système de santé du pays en question, ramenée par personne. Les différentes couleurs montrent les différents continents, comme on le voit dans la légende. Chaque trait, c'est un pays entre 1995 et 2015, et à la fin, le point, c'est la dernière année, donc 2015, et le point, la taille du point est proportionnelle à la population de cette année-là. C'est pour ça qu'on voit au milieu à peu près la Chine en violet, qui est un énorme point, parce qu'il y a une grande population. On a fait une régression en 2015 pour voir un petit peu, pour mettre en équation cette corrélation qu'on voit qui est une loi puissance, donc c'est une exponentielle. Et donc, bon, voilà, on voit que plus l'indice d'accès et de qualité des soins est élevé, plus on consomme d'énergie dans le système de santé. Ceci dit, on voit d'énormes différences, notamment sur tous les systèmes de santé qui sont autour de 90. Eh bien, il y a l'Espagne qui a une empreinte de 3,5 gigajoules par personne, et la Suisse qui est plutôt autour de 15. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité dans ce lien énergie, accès et qualité des soins, mais qu'il peut y avoir, il y a des raisons structurelles qui font que certains émettent plus ou moins, et donc il y a d'énormes viviers d'efficacité énergétique techniques, qui sont les mêmes que dans d'autres secteurs, mettre des pompes à chaleur, électrifier, etc., etc. Et puis après, qu'on peut aussi faire énormément avec de la prévention, bien sûr. Alors, c'est à peu près tout ce que je vais dire sur ce premier papier. Encore une fois, on diffusera la version finale. Donc là, ce premier papier, il a permis de voir le lien qu'ont les systèmes de santé sur l'environnement d'une manière générale. Et on s'est ensuite posé la question de si on pouvait trouver un lien entre empreinte énergétique d'une personne, ce coup-ci pas du système de santé, empreinte énergétique d'une personne, et incidence de pathologie. L'idée derrière ça, c'est de se dire que l'énergie, c'est un très bon marqueur de mode de vie. C'est-à-dire aussi parce que c'est très lié au PIB, donc si on a une empreinte énergétique par personne très faible, on vit dans une région du monde très pauvre, on n'a pas accès à beaucoup de services pour se chauffer, de biens et services physiques, etc. Et puis, plus on est riche, plus on a accès à des biens et des services. Et donc, on a calculé ces empreintes énergétiques, encore une fois, sur toute la chaîne de valeur, et on a essayé de croiser ça à une énorme base de données qui s'appelle le Global Burden of Diseases, et qui représente les taux d'incidence de maladies partout dans le monde entre 1990 et aujourd'hui. Là encore, c'est un travail qui est en cours, avec Laurie Marot, Guillaume Chevance, Olivier Vidal, Laurent Boyer, Mathis Secknel et Guillaume Font. Alors, notre hypothèse était de dire que, au départ, plus l'empreinte énergétique par habitant augmente, plus les maladies communicables vont diminuer, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à des systèmes de soins de qualité, accès à de l'eau potable, à de l'électricité, etc. Et puis qu'on pourrait voir à un moment donné un point de rupture où il y a d'autres pathologies qui prennent le relais, qui seraient liées à un mode de vie potentiellement un peu toxique s'il est trop intense en énergie. Je donne deux petites précisions sur la base de données utilisée. La première, c'est que les données sont corrigées de l'âge, parce que bien sûr, on va se dire, si il y a des personnes dans un pays où il y a une forte mortalité infantile, et ces personnes-là vont être moins à même d'avoir des cancers bien plus tard, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seront malheureusement mortes bien plus tôt. Voilà, donc c'est corrigé de l'âge. Et ensuite, on peut aussi se dire que dans les pays plus riches, il va y avoir une plus grande détection, un plus grand dépistage, et donc ça va biaiser les résultats. Il est probable que ça biaise en partie les résultats. Ceci dit, cette base de données est quand même une base de données qui fait référence et qui est donnée avec des incertitudes qui sont relativement faibles, et donc on a décidé de faire on a pris le parti que ces données-là étaient fiables. Et il y a aussi eu des choses qu'on s'attendait à voir sortir qui ne sont pas sorties, et inversement. Bon, assez présenté le point d'introduction, je vais présenter certains résultats. Donc il y a plus de 300 pathologies, je ne vais pas toutes les montrer là,
Je vais donner des résultats particuliers et ensuite les tendances par catégorie. Là, vous voyez une quinzaine de pathologies communicables où il y a des tendances à la baisse. Chacun des graphiques, c'est un graphique logarithme-logarithme où il y a sur l'axe des abscisses l'empreinte énergétique par personne, donc ce qui est représentatif, selon nous, d'un mode de vie, et en ordonnée, les taux d'incidence, c'est-à-dire les taux d'incidence de maladies par 100 000 personnes. On voit ici plusieurs types d'hépatites, des troubles néonataux, etc. Et à chaque fois, c'est des graphes en densité, et il y a une courbe de régression qui est la courbe noire. Donc là, on observe des corrélations à la baisse, et à l'inverse, il y a d'autres groupes de pathologies, on va observer des corrélations à la hausse. C'est le cas ici sur une quinzaine de types de cancers. Et en tout, il y a 25 types de cancers qui sont ressortis corrélés à la hausse, c'est-à-dire plus l'empreinte énergétique est élevée, plus il y a de taux de cancer dans les pays en question. Bien sûr, là, on ne dit pas qu'il y a causalité, on dit juste que on observe ça. Et on l'observe aussi, donc je vais maintenant donner les résultats par catégorie. Je précise, YLD, c'est année de vie en mauvaise santé avec handicap, et YLL, c'est Years of Life Lost, c'est année de vie perdue. Et donc, une forte empreinte énergétique était corrélée à une faible incidence année de vie perdue, année de vie en mauvaise santé, d'infections entériques, troubles maternels et néonataux, carences nutritionnelles, infections sexuellement transmissibles. Donc ça, c'est les maladies communicables auxquelles on s'attendait à avoir cette corrélation négative. Et à l'inverse, il y a eu une forte corrélation positive avec l'incidence année de vie en mauvaise santé, année de vie perdue, des néoplasmes, donc les cancers, et les troubles liés à l'utilisation de substances. Et enfin, une forte incidence de troubles neurologiques, mentaux et musculosquelettiques, diabète et affections rénales. Alors, comment on interprète ça? L'idée, c'est qu'avant nous, il y avait des études qui avaient regardé le lien entre indice de développement humain et empreinte énergétique par personne. Et on voyait que, globalement, c'était corrélé à la hausse. C'est-à-dire que plus on consomme d'énergie, plus l'indice de développement humain est élevé, jusqu'à une saturation. Et bien là, on dit que si on désagrège par maladie, ce n'est pas exactement ce qu'on observe. Et sans, encore une fois, dire qu'il y a causalité, on dit que les personnes qui ont un mode de vie intense en énergie ne sont pas nécessairement en meilleure santé. Donc l'énergie, c'est ni bien en soi, ni mauvais en soi. Et c'est ce qu'on observe dans ce qu'on représente, dans ce dernier graphique. On va commencer par ce qui nous semble être la base, l'accès à l'énergie dans nos sociétés. Et ça va permettre des choses positives, c'est-à-dire l'accès à de l'électricité, des systèmes d'eau potable, de la prévention, des systèmes de soins de base, de la vaccination, etc. Tout ça, ça va faire baisser les taux de pathologies communicables. Et par contre, on peut aussi utiliser une partie de cette énergie à des usages plus toxiques, c'est-à-dire passer des heures dans notre voiture chaque jour, des heures devant l'ordinateur, manger de la junk food, etc., qui va avoir des impacts négatifs sur le corps humain et se caractériser par une hausse des pathologies non communicables, ce qui va créer à son tour une hausse des dépenses du système de santé pour compenser ces pathologies non communicables. Et ces dépenses de santé sont elles-mêmes permises par cet accès à l'énergie. Et si on fait la somme de ces trois flèches jaunes, ça va être l'ensemble de l'empreinte énergétique du système, alors pour caricaturer, mais on peut dire au premier ordre. Et cette empreinte énergétique, si actuellement elle est produite avec des combustibles fossiles, ça va créer de la pollution, le changement climatique, qui va à son tour exacerber certains problèmes médicaux et créer des dépenses de santé. Voilà. Donc, il y a potentiellement certains cercles vicieux qui peuvent avoir lieu. Et l'enjeu, c'est donc pas d'essentialiser ce lien énergie-santé, mais de dire, bon, l'énergie, c'est très bien, ça permet de faire plein de choses, mais il faut réussir à l'utiliser de façon intelligente et pour en maximiser l'usage. Voilà. Je vous remercie. Je vais passer la parole aux personnes suivantes. Merci beaucoup, Baptiste. Hop, je récupère la caméra, normalement, ça marche.
Donc, en tout cas, on va poursuivre pour essayer de finir dans les temps. Est-ce que on enchaîne directement les questions-réponses après? C'est ça. Comme ça, on pourra les poser à tout le monde. Donc, on a le plaisir d'accueillir avec nous Madame Vanessa Wisnia-Weil, directrice du financement de l'offre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et Christophe Albert, qui est responsable coordonnateur de la recherche à l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Donc, Vanessa va commencer par nous présenter l'intérêt de leur point de vue, en tout cas pour la CNSA, de travailler sur ces enjeux de décarbonation et pourquoi c'est important pour le système de santé. Donc, je lui laisse la parole. Ensuite, ce sera le tour des questions. Merci beaucoup. Bonjour Laurie, merci. Donc je fais des signes pour que vous me passiez les diapos, c'est ça? J'ai pas la main. Hein. Ah, c'est bon pour les diapos. Passage des diapos. Ouais. Ouais, voilà. C'est bon normalement. Voilà, super. Alors, effectivement, nous, en tant que 5e branche de la sécurité sociale, un point qui est extrêmement important, c'est que bien sûr, on représente un secteur économique, comme un gros secteur économique. Hein. Mais les opérateurs de notre secteur, comme dans d'autres secteurs économiques, bien sûr, essayent de leur côté de décarboner. Certains ont des bilans carbone, certains recourent à des bonnes pratiques, mais il y a un monde entre ce qui ressort d'une bonne pratique et d'une pratique de planification de la décarbonation de la branche autonomie. Alors, pourquoi il y a un monde? Parce qu'on ne chiffre pas et parce qu'on ne passe pas à l'échelle. C'est ça la grande différence. Donc, nous, notre souhait en tant que branche de la sécurité sociale, qui sommes des financeurs de tout ou partie des opérateurs, à savoir des établissements et services qui accueillent les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, c'est de voir l'effet global, l'effet levier global qu'on peut avoir sur la décarbonation du secteur pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, il nous faut un plan quantifié. On aurait pu aussi, derrière ça, on va voir qu'après, il y aura des leviers différents qui pourraient aussi nous amener à repenser ce qu'est un risque social. Là, pour l'instant, ce n'est pas le projet sur lequel on va s'engager. On va déjà s'engager sur un bilan carbone et des scénarios de décarbonation, à l'instar de ce qui a été fait là sur le secteur de la santé, mais pour la branche autonomie. Je veux bien la slide suivante. Alors, donc le projet qu'on est très heureux de pouvoir monter, enfin qu'on a démarré avec le Shift Projet et en partenariat avec le N3S, c'est tout simplement phase 1, donc c'est un projet de 1 an. Phase 1, calculer l'empreinte carbone des opérateurs de la branche autonomie. Vous avez vu que dans le travail qui vient de vous être présenté du secteur santé, il y avait bien le secteur médico-social qui était concerné, mais manquait selon nous un zoom plus spécifique. Et d'ailleurs, si vous avez en tête le tableau où il y avait des petits traits rouges là où c'était moins bien calculé, il y avait typiquement les services et les services à domicile dans le médico-social, qui est un secteur sur lequel il fallait investiguer pour avoir une empreinte carbone plus précise. Donc, de notre point de vue, c'est évidemment un sujet essentiel et donc on a besoin de faire ce zoom sur les opérateurs de la branche autonomie. Phase 2, établir des scénarios de décarbonation, et c'est là où ça va devenir également plus spécifique et important d'un point de vue de politique publique si on veut trouver des leviers pour l'action. On va avoir besoin d'établir des scénarios qui, bien sûr, vont faire varier des rythmes d'atteinte des objectifs de l'accord de Paris un peu différents selon les scénarios, en jouant sur tel ou tel levier, mais surtout en faisant jouer des objectifs propres à la branche autonomie. Et pour la branche autonomie, un des enjeux essentiels, c'est ce qu'on appelle le virage domiciliaire. Le virage domiciliaire qui consiste à, aujourd'hui, fonder davantage le développement de l'offre en faveur des personnes âgées et des handicapées. On sort les personnes en quelque sorte des établissements et on bâtit une offre vers le domicile quand il s'agit des personnes âgées, et pour les personnes en situation de handicap, c'est l'offre vers le milieu ordinaire. Donc, virage domiciliaire pour les personnes âgées, virage vers le milieu ordinaire et inclusif pour les personnes handicapées. Et dans les deux cas, on va avoir des
des dynamiques d'un point de vue de l'émission carbone qui sont très différents, notamment en termes de transport, mais ce n'est pas le seul élément. Et donc, on a besoin d'établir des scénarios en rentrant dans la logique branche autonomie. L'objectif de tout ça, c'est plusieurs choses. Quantifier le coût de la décarbonation globale pour la branche, avec derrière des enjeux d'arbitrage au niveau des budgets de l'État, comment on va partager ce coût de la décarbonation. Et puis un enjeu pi micro, c'est que nous, CNSA, comme on est financeur des opérateurs, on va pouvoir faire évoluer nos modèles de financement pour mieux accompagner les opérateurs sur le chemin de la décarbonation. Et je dirais qu'on est d'autant plus fiers de lancer ce projet qu'on est la première branche de la sécurité sociale à engager un plan quantifié de cette ampleur-là. Et qu'on espère, d'ailleurs, qu'on va avoir un effet d'entraînement sur les autres branches de la sécurité sociale. Là, on peut passer à l'autre slide. Je vais passer très rapidement. C'était juste un planning. Je vous disais, ça va durer 1 an. Et le point intéressant, c'est qu'évidemment, pour faire ce projet de décarbonation, on va utiliser les résultats qui viennent d'être présentés, parce qu'évidemment, tout plan sérieux, quantifié et bouclé au niveau économique, et en particulier nous, dans le médico-social, il y a une partie santé-médicaments, évidemment, importante, et donc on va pouvoir utiliser une partie des résultats qui viennent de vous être présentés. Slide suivante. Alors, pour mener ce projet, et une des raisons pour lesquelles on pense en plus que ça va être très intéressant, c'est qu'on est dans une phase très particulière de création d'une 5e branche de la sécurité sociale. La branche autonomie est une branche récente par rapport aux autres branches de la sécurité sociale, que ce soit les retraites ou l'assurance maladie. Nous, on est en train de se constituer en branche en tant que telle, et on a des spécificités, notamment on ne dispose pas de caisse locale, mais on a des dialogues territoriaux avec les agences régionales de santé et avec les conseils départementaux. Et donc, en fait, pour bâtir ces scénarios, on va avoir tout un travail, bien sûr, sur les données, mais aussi avec les parties prenantes qui vont être très intéressantes et, je dirais, en quelque sorte, congruentes avec des enjeux territoriaux propres à la branche. Alors, dans la phase 1, sur le travail sur les données, on va utiliser tout un tas de bases de données et puis on va avoir à traiter des gros sujets compliqués, transport, mobilité, et des sujets spécifiques santé-autonomie pour se demander ce qui ressort de notre branche. Et pour traiter correctement ces éléments-là, on va aussi avoir intérêt à pas simplement travailler en chambre, mais mobiliser aussi des études plus spécifiques sur les territoires si on peut y arriver. Mais surtout dans la phase 2, pour construire nos scénarios, une des spécificités, ça va être de descendre un peu à la maille locale, à la maille départementale, pour avoir des scénarios de décarbonation qui sont propres au territoire, et puis capitaliser sur des données locales, et surtout travailler avec nos partenaires pour préparer l'étape d'après, qui est celle du coût et du financement modifié pour atteindre nos objectifs de l'accord de Paris. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est sur un sujet à la fois très important, également important du point de vue de la conception des politiques de l'autonomie, parce que vous voyez, alors je ne vais pas, attendons les résultats bien sûr, admettons qu'on ait un gros levier transport-mobilité, ce qu'on pourrait imaginer, ça veut dire que c'est toute la conception de l'aménagement du territoire et de l'implantation et du virage domiciliaire qu'il faut aussi probablement penser différemment ou en tout cas infléchir. Donc voilà pourquoi c'est très important pour nous et qu'on est ravis de lancer ce sujet. Je vais passer la parole à Christophe Albert pour le N3S, avec qui nous sommes en partenariat sur ce sujet. Oui, bonsoir. Merci Vanessa. Je viens là pour vous parler un peu de l'ensemble de ce que font les autres administrations de la sécurité sociale. Elles ne sont pas immobiles. Il y a eu un séminaire récemment qui a été organisé où une trentaine de personnes, le 17 mars dernier, se sont réunies pour réfléchir à ces questions et toutes les branches de la sécurité sociale et la direction de la sécurité sociale étaient présentes et ce séminaire s'est accordé, on va dire, sur le plan suivant, à savoir que va se réunir un séminaire de travail avec l'ensemble des branches et la direction de la sécurité sociale tous les 6 mois. Cette réunion se fera tous les 6 mois pour, on va dire, identifier toutes les mesures prioritaires, pour essayer de se coordonner sur l'ensemble des actions qui sont menées.
Et dans l'entretemps, entre chacune de ces réunions, vont se monter des ateliers, 3 types d'ateliers thématiques. C'est la décision également qui a été prise au niveau des administrations de sécurité sociale. D'abord, un atelier sur la formation professionnelle qui est piloté par l'UN3S avec l'aide de l'UCANS. Un atelier sur la communication externe de l'ensemble des mesures qui seront prises, qui est piloté par l'UCANS avec l'école en appui. Et puis un atelier d'organisation de la protection sociale dans les territoires et qui va être d'ailleurs présidé, on va dire, par Vanessa avec notre aide. Et il s'agira là de voir comment s'organise l'offre de services dans les territoires et notamment aussi la question du pilotage des financements, ce que vient de dire Vanessa. Et donc, il s'agira encore une fois, je le répète, d'identifier les leviers de la protection sociale, puisque la protection sociale produit des biens et services qui ont un impact carbone, et on l'a vu dans l'impact sur la santé, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les crèches, pour les transports, les aides à domicile, et dans les médicaments, bien entendu. Et donc, les maîtres mots de l'ensemble de ces ateliers et de ces séminaires qui vont se réunir, c'est bien sûr la coordination de l'ensemble des acteurs de la protection sociale et un partage d'informations à un rythme donc relativement soutenu. Voilà pour la partie des administrations publiques qui se mobilisent sur l'affaire. Un grand merci à vous deux pour ces éléments et cette présentation. C'était très riche. Je pense que c'était aussi riche et dense pour nos, je ne sais pas comment on dit, spectateurs, voilà, visio-spectateurs. Donc, merci aussi à toutes les personnes qui sont là. Donc, on rentre dans le temps des questions. Il y a peut-être des petites précisions. Parmi les petites précisions, il y a le fait que oui, on compte la médecine de campagne dans la médecine de ville. Évidemment, enfin, on compte aussi tous les professionnels de santé. On n'a pas détaillé par catégorie de métier parce que évidemment, c'est un travail titanesque, mais ce serait très intéressant de pouvoir le faire. Et il ne faut pas hésiter aussi à le faire avec les sociétés savantes notamment qui sont là pour porter ça et qui le font depuis longtemps. Je pense à la SFAR pour les anesthésistes, mais aujourd'hui, elles sont très, très, très nombreuses à se mobiliser. En première question, on a eu pourquoi le facteur, enfin, ça c'est pas la première question qu'on a eue, mais parmi les questions auxquelles on n'a pas encore répondu sur le question-réponse, il y a pourquoi les facteurs d'émissions monétaires plutôt que, enfin, pourquoi travailler sur des facteurs d'émissions monétaires plutôt que sur des analyses de cycle de vie? Oui, c'est ça. Donc, du coup, dans le calcul qu'on a présenté tout à l'heure, pour les médicaments, et en fait, c'est la même chose pour les DM, on prend un facteur d'émission monétaire plutôt que de prendre plein d'ACV, de bilan carbone, de produits spécifiques, ensuite de tout agréger. Donc, la raison, elle est simple. En effet, ça serait plus cool si on avait tous accès à ces données. Le problème, c'est qu'on a quelques bilans carbone de médicaments, mais on n'a pas du tout les bilans carbone pour tous les médicaments que l'on consomme. Et donc, utiliser un facteur d'émission monétaire, l'avantage, c'est que il faut le voir, c'est expliqué dans le rapport plus précisément, mais il faut le voir comme une moyenne sur tous les médicaments qu'on consomme. Et du coup, avec un facteur comme ça, on peut accéder aux émissions de toute la consommation de médicaments. En revanche, par contre, il y avait une autre question qui demandait est-ce que quand on est dans un hôpital, ça vaut le coup de le faire plutôt par ACV que par facteur monétaire quand on a la possibilité? Alors là, oui, parce que si on a les bilans carbone des médicaments spécifiquement qu'on consomme, pour le coup, ça va être plus précis que le facteur d'émission monétaire, parce qu'encore une fois, le facteur d'émission monétaire, c'est une moyenne, et du coup, c'est bien pour avoir l'ensemble des médicaments. Par contre, si on veut regarder pour quelques médicaments, par exemple, moi, j'ai besoin d'aller à la pharmacie, je consomme du Doliprane, là, pour le coup, ça va sans doute plus du tout être pertinent, parce que il y a de grandes chances que mon médicament soit fortement au-dessus ou fortement en dessous de la moyenne. Voilà pour quelques précisions. Oui, merci beaucoup Erwan. Une question qui a été posée plusieurs fois dans le chat et dans les questions, je fais une petite parenthèse, c'est qu'on a eu 79 questions auxquelles une réponse a déjà été apportée dans le Q&R. C'est assez extraordinaire, c'est la preuve qu'on a un groupe de travail qui est très motivé et qui était sur le pont ce soir. Je crois qu'on n'a jamais eu un aussi bon ratio de réponses aux questions, en tout cas les questions écrites. Et donc là, finalement, on est un peu à court de nouvelles questions, mais il y en a eu plusieurs auxquelles on n'a quand même pas répondu. La suivante donc,
on a eu plusieurs questions sur qu'est-ce que fait le ministère de la Santé, que font les pouvoirs publics, que fait la sécurité sociale depuis que ces rapports ont été publiés. Et donc, évidemment, j'avais très envie de poser la question à Vanessa Visnia-Veil et à Christophe Albert. Peut-être Vanessa d'abord, Christophe ensuite, et une petite remarque conclusive de Laurie, puisqu'on est aussi en contact au Shift et à l'EHESP avec les pouvoirs publics. En tout cas, s'agissant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de fait, on s'engage très résolument sur cette décarbonation avec l'idée d'utiliser les résultats de vos calculs sur le secteur de la santé et sur le secteur des médicaments. Et donc, on n'est absolument pas immobile puisqu'on est parti sur une modélisation d'1 an qui doit aboutir à des recommandations et une trajectoire pour atteindre les accords de Paris utilisant vos modes de calcul. Et d'ailleurs, on va travailler ces scénarios avec vous. Et quant aux autres caisses de sécurité sociale, je ne peux pas parler en leur nom, mais je vais peut-être passer la parole à Christophe Albert, mais qui en avait déjà dit quelques mots. On est dans un réseau de fait qui travaille. Et en tout cas, pour la caisse d'assurance maladie, je sais qu'ils sont intéressés de leur côté à des démarches similaires. Peut-être iront-ils sur une démarche du même type qu'on vous a présenté, mais en tout cas, chaque caisse s'engage dans quelque chose. Christophe, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Oui, si je peux compléter, je l'ai dit, donc l'ensemble des caisses de sécurité sociale effectivement s'engagent. On peut toujours regretter le délai mis à l'allumage, on va dire en quelque sorte, de ce type de projet. Mais je peux vous dire qu'en interne, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de transition écologique et qu'on évoque l'ensemble des pistes de décarbonation et l'adaptation des systèmes de protection sociale. Donc, on va dire, je n'ai pas à m'excuser sur le délai initial, mais en tout cas, les missions sont parties et sont bien lancées et j'espère qu'on en aura des résultats très rapidement. Si je peux poser essayer de compléter la question, alors j'espère que ça ne va pas être tricky, mais piégeux, mais est-ce qu'il y a aussi des perspectives transsectorielles ou transministères sur ces questions-là, ou pour l'instant c'est trop compliqué et on fonctionne encore en silo sur ces enjeux? Alors, il y en a, mais maintenant, on n'est pas encore au moment, de ce point de vue-là, de la décision publique. Mais en tout cas, au niveau de l'intention, pour vous donner un exemple, vous savez qu'il y a aussi la planification écologique du côté de la ministre Agnès Firmin-Lebaudot qui s'engage, donc territoire de santé. Et typiquement, sur ce sujet-là, on est en transverse entre groupes de la sécurité sociale et on va lancer, pour donner un exemple, un groupe sur transport et mobilité transsecteur. On pourra, donc du côté, je dirais, institutionnel au sens ministère, de fait, il y a une appétence pour nous faire travailler ensemble. Et nous, les opérateurs, parce que derrière, ce sont nous, les caisses de sécurité sociale, qui portons, je dirais, un peu plus concrètement, qui développons derrière l'offre et qui pouvons contribuer à transformer. On a aussi, je dirais, un peu spontanément cette mise en réseau via le N3S et ce travail ensemble qui sera bien transpartenarial. Et là, je vais peut-être parler juste de mon point de vue, mais ça ne n'engage que moi, sur des travaux, par exemple sur le groupe territoire que je vais animer. J'ai bien l'intention de pouvoir aussi poursuivre des travaux qu'on avait commencé dans d'autres sphères, si je puis dire, auparavant à travailler. Par exemple sur l'alimentation, qui peuvent concerner aussi bien les modes d'alimentation de nos établissements en lien avec des projets d'alimentation durable sur les territoires, mais qui pourraient concerner aussi, par exemple, la CNAF, la Caisse d'allocation familiale, sur la manière de penser les prestations. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à travailler ensemble. La question, après, ça sera celle de la décision publique, mais l'intérêt d'un exercice tel que celui qu'on engage, c'est précisément aussi d'avoir le chiffrage macro, parce que c'est là que les choses sérieuses commencent, en fait, au moment des arbitrages sur des budgets de sécurité sociale et des trajectoires pluriannuelles. C'est là qu'on regarde les points de PIB et qu'on voit comment on finance quelque chose qui devient massif, en fait. Tout à fait. Christophe, vous voulez ajouter un… Non, vraiment, Vanessa a été complète. Ok. Jean-Noël, tu avais une question, je crois, sur les médicaments à nouveau. Absolument. Est-ce que tu peux couper le micro? En fait, j'ai plusieurs questions sur les médicaments, mais avant ça, je voulais brièvement saluer. Il y avait justement quelques personnes des ministères de la Santé, ministère de la Transition écologique qui étaient avec nous ce soir. Donc oui, il y a une écoute, il y a du dialogue.
On essaye de contribuer, mais on est toujours preneur que beaucoup d'autres acteurs sollicitent les ministères, leur apportent de l'expertise, les aiguillonnent également, évidemment. Voilà. Questions sur les médicaments, il y en a eu beaucoup. Il y en a certaines auxquelles on a répondu. Là, je fais une liste de 4. C'est intéressant parce qu'on voit là les préoccupations concrètes des acteurs et les questions qui sont posées au Shift. Première, je comprends que vous incluez l'industrie pharmaceutique dans les achats de médicaments et de medical devices. Cette industrie a peut-être aussi besoin de support pour avancer. C'est vrai que pour l'instant, en tout cas avec des facteurs d'émission monétaires, ça n'apporte pas d'intelligence ou très peu sur comment décarboner la production de médicaments. Deuxième point qui correspond également, comment agir sur le poste le plus important des émissions que sont les médicaments et les dispositifs médicaux. Les établissements ne peuvent pas agir directement. Comment les fabricants vont permettre de lancer des actions de décarbonation et aider les établissements à agir? Alors peut-être que si, on pourra voir que les établissements peuvent également agir. En tout cas, au Shift, on a quelques idées. Et ça fait la transition avec une autre question. Je crois que vous travaillez avec l'AP-HP pour obtenir des facteurs d'émission plus détaillés des médicaments. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Et enfin, encore plus concret, quand on est acheteur, comment mettre en compétition les entreprises pharmaceutiques pour favoriser leur transition si on n'a pas les FE, donc les facteurs d'émission? Donc, la parole est à Mathis Egnel et Baptiste sur le sujet. Est-ce que vous avez envie de répondre à certaines de ces questions? Non. Alors, je vais répondre à la toute dernière question. Non, il distribue la parole, c'est ça. Donc, par rapport à quand on est acheteur, le fait d'avoir ou pas les facteurs d'émission est très important. C'est pourquoi dans nos mesures que l'on propose, on propose donc aux entreprises pharmaceutiques de publier leurs facteurs d'émission de chaque médicament et de publier leurs analyses de cycle de vie le plus possible. Et on met en place des incitations pour favoriser la publication de ces ACV par les entreprises pharma. Donc oui, quand on est acheteur, pour l'instant, on n'a pas les moyens de mettre en compétition les entreprises pharmaceutiques par manque de données, mais à terme, l'intérêt, ce serait justement de pouvoir les mettre en compétition. Voilà pour cette question. Merci. Sur la PHP, est-ce qu'on peut peut-être préciser ce qu'on sait sur la PHP? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un travail conjoint avec la PHP, mais d'un travail parallèle. Mathis, tu as peut-être des éléments complémentaires? Moi, je n'ai pas tous les éléments en tête, mais en gros, oui, on sait que la PHP travaille sur l'empreinte carbone au parcours et travaille aussi sur les enjeux de facteurs d'émission des médicaments sur la base des ACV. Voilà. Mais on n'a pas pour l'instant, en tout cas, programmé de publication commune, par exemple, sur ces sujets. Mais on est très content qu'ils le fassent et on les soutient du mieux qu'on peut. Oui, effectivement, enfin, je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, Laurie. En fait, on n'a pas de publication commune prévue entre la PHP et le Shift Project, mais ça n'empêche pas qu'on est en discussion avec eux, car ils mènent en ce moment des travaux très intéressants, justement, sur les bilans carbone des établissements qu'ils incluent, enfin, qu'ils comprennent. Dans cette volonté de faire les bilans carbone des différents établissements, ils souhaitent approfondir plus particulièrement le poste des facteurs, enfin, des médicaments, notamment en tentant d'avoir des facteurs d'émission aux produits. Et donc, nous avons des discussions en ce moment avec eux, en cours avec eux à ce sujet, mais sans pour autant avoir une publication commune prévue par la suite. Merci Mathis. Je vois une question. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux soignants hospitaliers et chercheurs qui souhaiteraient investir des sujets qui permettent d'accélérer la décarbonation de la santé? Y a-t-il des sujets de recherche à traiter qui seraient prioritaires, notamment dans le domaine du soin? En fait, une fois que vous aviez le bilan, le diagnostic, le sujet prioritaire, c'est celui qui vous semble prioritaire en tant que chercheur. De toute façon, on ne sera jamais aussi efficace que sur les sujets où on a une expertise et une compétence. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer sur ce type de sujet. Alors, il y a un petit effet no man's land au départ, enfin en tout cas chercheur solitaire, mais c'est de moins en moins vrai. Il y a de plus en plus de projets qui s'orientent sur ces questions. On espère que les ANR vont devenir
de plus en plus hardi sur ces questions de soutenabilité, notamment des systèmes de santé. Et aussi ne pas hésiter à faire des collaborations internationales. Pour revenir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur quelle marge d'action on a, le NHS a par exemple imposé à ses fournisseurs la transparence carbone à partir de 2028. Donc s'il n'y a pas publication des contenus carbone des dispositifs ou des médicaments, ça ne sera plus un fournisseur du NHS, le National Health Service anglais. Donc il y a la possibilité d'agir, et pour arriver à ce niveau-là de décision, mais il faut pouvoir avoir de la transparence des contenus carbone, et donc nécessairement il va falloir faire un peu de recherche. Donc il faut, je pense, ne pas hésiter aujourd'hui à investir ces sujets qui deviennent prédominants. Il y a la question aussi des discussions sur le juste soin. Est-ce qu'il y a des discussions sur le juste soin au niveau ministériel? Alors peut-être qu'on peut se retourner vers nos collègues de la CNSA et de l'EN3S. Est-ce que la question du juste soin revient dans les discussions, et sous quelle forme éventuellement? Moi, je passe la parole à Christophe Albert là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a intégré, mais j'imagine que ça va se poser dans nos scénarios. Ouais, c'est très embêtant. Je ne suis pas à la CNAM, Voilà. je suis pas, voilà, donc c'est un très mauvais porte-parole pour ce type de questions. Et donc, on est plutôt, nous, avec Vanessa, centrés sur le projet de CNSA, de notre côté, sur l'ensemble des réunions de coordination entre les caisses. Donc, je suis désolé de botter en touche sur ce point. Mais on comprend, c'est normal. Voilà, donc on adressera la question aux premiers décisionnaires sur ce sujet. À rappeler aussi qu'on a quand même une haute autorité de la santé qui est là pour nous aiguiller sur les enjeux de pertinence des soins, et qu'on peut déjà considérer qu'aujourd'hui, peut-être que l'ensemble des recommandations de la HAS ne sont pas encore suivies. Et donc là, il y a aussi un travail du côté des acteurs de terrain à essayer d'uniformiser. Alors, pas uniformiser pour uniformiser, hein, ce n'est pas l'idée d'être dans une logique de standardisation, mais en tout cas à faire reposer les pratiques de plus en plus sur les preuves médicales et à essayer de rentrer dans une logique de soutenabilité à tous les étages. Oui, de ce point de vue-là, par exemple, dans les EHPAD ou même autres, où les médecins coordinateurs, par exemple, appliquent des soins qui ont été décidés par ailleurs, ou simplement accompagnent, disons, des soins qui sont en dehors de la sphère autonomie, le fait qu'il y ait un levier pour qu'ils respectent, qu'ils poussent les résidents, disons, à respecter ces bonnes pratiques HAS ou autres, ça peut être un élément, oui, bien sûr. Merci. On a encore une question sur est-ce que les budgets du ministère consacrés, hop, ça y est, la question est remontée, consacrés à la prévention et la promotion de la santé vont augmenter pour basculer du curatif vers le préventif. Alors, moi, j'ai juste un début de réponse, après je donnerai la parole si vous voulez, qui est que il y a plusieurs questions dans la question. Il y a déjà le fait de savoir quel serait le bon budget pour la prévention ou la promotion de la santé. Et le deuxième point, si on parle de promotion de la santé, est-ce que c'est juste à la santé de faire de la promotion de la santé? On a la conviction que construire des pistes cyclables, offrir une alimentation équilibrée, favoriser les mobilités douces, diminuer la pollution atmosphérique, diminuer même le stress individuel, enfin bref, tout ça, c'est des éléments qui ne concernent pas forcément directement la CNAM ou le système de santé ou les caisses, et qui font partie de logiques interministérielles. C'est pour ça aussi que je posais la question des silos tout à l'heure. Donc, le traitement de la question préventive, il mérite en fait un traitement assez spécifique et de rentrer un peu dans le détail, et fera partie aussi des prochains travaux, alors pour l'année prochaine, mais du shift sur justement cette prévention, comment on la met en place, parce que souvent on entend, mais finalement la prévention c'est gratuit, il suffit de dire faites attention. Bah non, construire des pistes cyclables, c'est pas gratuit, c'est même pas gratuit en carbone. Faire de la vaccination, c'est pas gratuit, c'est même pas gratuit en carbone. Dépolluer l'atmosphère, même l'éducation, la formation, c'est pas gratuit, c'est même pas gratuit en carbone parce qu'il faut déplacer des gens, etc., des supports numériques, etc. Donc cette évaluation-là, elle mérite d'être traitée de manière fine
et on donnera une perspective carbone sur ces enjeux de prévention, on espère en tout cas, pendant l'année 2024. Si vous voulez ajouter des éléments les uns et les autres sur ce point. Oui, peut-être juste pour dire que dans la branche autonomie, il y a aussi tout un enjeu qui est de toute façon bien repéré, de prévention de la perte d'autonomie, par exemple, qui rejoint très largement ce genre de questionnement. Donc, ça n'a pas été pensé sous l'angle carbone, mais il peut avoir un élément tout à fait congruent. Ok, merci. Merci, oui, effectivement, ces enjeux spécifiques à la branche peuvent être adressés sous cet angle. Je crois qu'on a une main levée du côté du plateau des 1000 vaches. Oui, merci Laurie. Écoute, c'était pour rebondir à tout ce qui s'est dit. En fait, sur le côté recherche, il faut voir qu'aujourd'hui, la recherche interdisciplinaire en soins de premier recours, il n'y a quasiment rien. C'est-à-dire qu'il y a quelques recherches qui sont faites par les départements universitaires de médecine générale, mais aujourd'hui, quand on parle de recherche paramédicale, alors il y en a quelques-uns du côté d'Angers qui s'y frottent et qui parfois s'y piquent. Quand on parle de recherche sur le terrain qui inclut des pharmaciens d'officine, qui inclut des acteurs de la santé communautaire, justement pour faire en sorte que la prise en compte de la santé ne soit pas que cantonnée aux acteurs de santé et du soin, en fait, on se rend compte qu'on est sur un domaine qui est de la science non faite. Enfin, il y a très, très peu de choses. Alors, nous, je le disais dans mon intervention, on est une maison de santé universitaire. Il y a un label qui est sorti, qui malheureusement est très, très léger et qui mériterait d'être revu par les instances. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, donc la MSP que je co-gère, je me permets de le dire parce que ça y est, c'est acté. On est la première structure en France à adhérer au Shift en tant qu'adhérent, alors qu'on est 20 pélos sur notre montagne limousine, mais on a bien compris les enjeux, justement, en se disant qu'il faut arriver à soutenir cette structure-là. Et nous, on ne demande qu'à devenir des terrains d'expérimentation. Tout simplement parce que on est capable de structurer de la donnée, de gérer des indicateurs. Alors, on n'est pas très nombreux, donc on le fait sur notre temps, on fait ce qu'on peut. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir concernant les CISA, donc les structures juridiques qui portent les maisons de santé, c'est que ce sont les seules structures actuellement des soins de premier recours qui, comme les hôpitaux, ont le droit de structurer et de faire du traitement de données de santé nominatives sans passer par la CNIL, dès lors que ça reste dans le cadre de la base de données qu'on structure sur le terrain. Ce qui fait que c'est un excellent terrain d'expérimentation pour de la recherche interventionnelle. Et aujourd'hui, on commence à avoir des acteurs, enfin en tout cas chez nous, dans notre équipe, qui, au-delà d'être sensibilisés, ont envie d'avancer sur ces enjeux-là. Mais même les projets de recherche que pousse la DGOS aujourd'hui, à travers par exemple le programme Respire, en termes de méthodologie, ce n'est pas accessible pour des équipes de terrain. Bon, nous, on a 600 personnes en établissements médico-sociaux, plus un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Vous doutez bien que là, moi, quand j'entends Madame Wisniewskiej expliquer ce que la CNSA veut faire, d'un certain point de vue, en tant qu'acteur de terrain, chercheur innovateur, j'ai envie de boire du petit lait. Mais aujourd'hui, les structures de recherche ne sont pas adaptées. Pourtant, on a des acteurs de terrain capables de structurer de l'information de haute qualité, au-delà de ce que le SNIRAM est capable de fournir, pour pouvoir être, être à l'avant-garde. Alors oui, il y a besoin de modèles économiques macro pour envisager derrière des plans d'investissement, mais ça peut être aussi intéressant d'avoir quelques petits terrains d'expérimentation un peu extrêmes, mais qui permettront, on va dire, faire office de débroussailleurs pour repérer les pistes au sein de cette vaste forêt amazonienne qu'est la décarbonation du système de santé. Voilà, donc une perche est lancée. Aujourd'hui, nous, on est adhérents au Shift. Et on ne demande que ça, par l'intermédiaire du Shift, de porter des expérimentations. Et tout à l'heure, vous parlez de la prévention de la perte d'autonomie. On est déjà intégré au projet ICOP, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, on structure de la data pour faire de l'allée vert, et on fait de l'allée vert depuis déjà une bonne dizaine d'années. Donc, à une prochaine. Voilà. Merci beaucoup Antoine. Je peux témoigner du fait qu'Antoine a une grande maison avec plein de chambres qui peuvent être utilisées pour des réunions d'équipes pluridisciplinaires très actives sur le sujet. Et l'accueil de stagiaires en médecine et infirmerie et pharmacie, etc. Et médecins aussi. Voilà. Donc oui, très actif et on trouve intéressant de pouvoir aussi valoriser
ces dynamiques-là. On arrive à la fin de notre webinaire. Il y a encore pas mal de questions, mais on va peut-être devoir conclure. Il est 20h30, donc je me tourne vers les grands maîtres du temps. Donc, on va vous remercier tous et toutes très chaleureusement d'avoir été ici ce soir. On a bien conscience du fait que c'était peut-être un peu dense, mais on avait pas mal de choses qu'on souhaitait vous partager. D'ici la fin de l'année, on reviendra donc probablement vers vous avec des nouvelles du côté de la branche autonomie, avec aussi des nouvelles à la fin de l'année ou début de l'année prochaine sur le sujet de l'industrie pharmaceutique et justement de la prévention, promotion de la santé et du juste soin. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on commence à avoir un certain nombre de sollicitations, ce qui fait qu'on est obligé maintenant de trier un peu de façon systématique les demandes, mais on essaye de répondre à toutes les demandes quand c'est possible. Et voilà, et on espère que vous avez pu apprécier cette présentation ce soir. Donc, je vois qu'il y a pas mal de remerciements qui nous sont adressés. Et merci beaucoup à nos intervenants d'avoir été présents. C'était un grand plaisir de vous recevoir et très utile pour nous toutes et nous tous. C'est le mot de la fin. Merci. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Salut tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.